Chapitre 1. La Garden Party à Rose Hill. Le matin de la Garden Party caritative de Rose Hill, l'air était chargé du parfum des roses tardives et de l'herbe fraîchement coupée. Le soleil brillait intensément, malgré la pluie qui s'annonçait à l'ouest. L'épouse du pasteur, Madame Hargreaves, déclara que c'était la plus belle journée de tout l'été, avec la même résignation et le même essoufflement qu'on exprime en annonçant l'absence de jambon froid au dîner. Les pelouses de Rose Hill House, une belle demeure géorgienne, quoique un peu trop fière, étaient agrémentées de stands, de banderoles et de tables à tréteaux chargées de génoises et de confitures. Les enfants allaient et venaient au milieu de la foule, leurs cris se mêlant aux murmures joyeux des conversations. Il régnait une certaine unité villageoise, comme si la fête elle-même avait recollé les morceaux de la société de Willowbrook. Miss Jane Marple, confortablement assise dans un fauteuil en rotin sous un auvent rayé, observait les événements avec sa douceur habituelle. Aux yeux de quiconque la regardait, une petite dame âgée coiffée d'un chapeau de paille élégant, son sac à tricot à côté d'elle. Elle semblait n'être qu'une de ces respectables dames de compagnie dont la présence conférait une certaine autorité aux événements du village. Pourtant, son regard bleu pâle était vif et scrutateur, s'attardant non seulement sur les pâtisseries et les lots de la tombola, mais aussi sur les expressions, les gestes et les interactions de ceux qui l'entouraient. Madame Partridge a encore préparé son biscuit Victoria primé, remarqua Madame Bembury en s'asseyant à côté de Mademoiselle Marple avec un soupir de soulagement audible. Mais j'ose dire qu'elle sera déçue si elle ne rapporte pas plus d'une demi-couronne. Miss Marple hocha légèrement la tête, ses aiguilles remuant doucement dans ses mains. Elle a toujours tendance à être déçue, chère Madame Bambury, quoi qu'il arrive. Certaines personnes le sont toujours. Un frisson parcourut soudain la foule, lorsque Sir Geoffrey Lyle, magistrat local, homme d'une corpulence et d'une suffisance considérables, traversa la pelouse pour ouvrir la vente aux enchères. Il était accompagné de sa femme, beaucoup plus jeune, d'une beauté saisissante, qui portait son chapeau à large bord selon une inclinaison plus adaptée à Ascot qu'à Willowbrook. C'est alors que la première note inquiétante résonna dans l'harmonie de la journée. Un cri, aigu, choqué et totalement déplacé, retentit depuis la tente où était exposé le gobelet de cristal, pièce maîtresse de la tombola de charité. Les gens se précipitèrent, la curiosité plus forte que tout sens des convenances. Miss Marple, dont le tricot avait été momentanément oublié, se leva et s'avança avec la persévérance silencieuse de celle qui sait qu'elle ne sera pas remarquée. À l'intérieur de la tente, au milieu du parfum des fleurs coupées et de l'éclat des verres, une petite foule s'était rassemblée dans un silence horrifié. Sur la table, à côté du gobelet étincelant, gisait la silhouette de M. Alfred Pritchard, l'avocat de Marleycombe. Sa main pendait à un angle anormal et son visage exprimait l'immobilité d'une mort subite. Une tache sombre s'étalait sur le linge amidonné sous lui. « Mon Dieu !» s'exclama Madame Hargreaves en pressant un mouchoir contre ses lèvres. « À la fête de charité. » De tous les endroits. Quelqu'un a murmuré « une crise cardiaque ». Ça a dû être ça. Mais le mot meurtre murmurait déjà dans l'assemblée comme un courant d'air sous une porte close. Miss Marple resta immobile, le regard fixé non pas sur l'homme tombé, mais sur ceux qui l'entouraient. Elle vit la jeune servante de Rose Hill serrant son tablier de ses doigts pâles, l'épouse du magistrat détournant le regard avec un calme étudié, le vicaire ajustant son col comme s'il était devenu trop serré, et un léger sourire vite réprimé, illuminant les lèvres de Léonard Vance, le commissaire-priseur. Pour Miss Marple, la mort d'Alfred Pritchard n'était pas une énigme de circonstances, mais de personnes, leurs motivations, leurs habitudes et leur capacité à tromper. Et tandis que le village se rassemblait autour des rumeurs et des spéculations, elle savait avec une certitude absolue que cette garden party ne serait pas de sitôt oubliée. Chapitre 2. Murmures au presbytère. À l'heure du thé, la fête semblait avoir été délicatement retirée et déposée quelque part, à l'abri des regards. Seules subsistaient les banderoles, des fanions flétris,
gênée qui s'agitait au moindre souffle de vent, tandis que les villageois s'éclipsaient par deux ou trois, parlant de ces voix tendues et haletantes, réservées aux naissances, aux décès et aux scandales entre cousins. Quelques chaises avaient été redressées et empilées. Les tables à tréteaux se dressaient comme des soldats maladroits en retraite. Sur la pelouse, près des hortensias, une tache de génoise piétinée marquait l'endroit où un enfant avait laissé tomber son prix et avait été hâtivement ramené chez lui. Miss Marple marchait, comme toujours, sans hâte ni lenteur. Son sac à tricot était sur un bras et son ombrelle pointait vers le gravier pour éviter d'attirer l'attention, même si elle se plaisait à penser que l'attention la trouvait rarement sans son consentement. Elle traversa l'allée circulaire de Rose Hill, échangea un mot doux avec le majordome, qui n'était pas le majordome habituel, mais un cousin mobilisé pour les efforts de la journée, et se dirigea vers le chemin. Elle aurait pu retourner directement à son cottage de St. Mary Mead, si elle avait été n'importe qui d'autre. Mais il y a certaines coutumes à observer, et l'une d'elles, après une catastrophe, est de se rendre au presbytère pour savoir ce que l'Église dira et ce qu'elle ne dira pas. Le presbytère de Willowbrook était une maison ornée de glycines, avec un hall étroit et un salon où flottait toujours une légère odeur de cire d'abeille et de recueil de cantiques. Madame Hargreaves, corpulente sans être à l'aise, avait déjà réuni une petite cour autour de la table à thé. Madame Banbury, aux yeux comme des boutons polis. Madame Partridge, rose et humide comme si elle sortait elle-même du four. Et mademoiselle Lydia Ford, l'institutrice, dont le nez pointu et les cheveux soigneusement coiffés suggéraient une femme qui respectait scrupuleusement ses cahiers et sa vie. « Mademoiselle Marple, ma chère !» s'écria madame Hargreaves, oscillant entre sollicitude et indignation. Âme courageuse. « Entrez. » J'ai dit à Hiram étant son mari, le vicaire. « Nous devons prendre le thé ensemble immédiatement. C'est ce qu'on fait en cas de crise. » Hiram était tout à fait d'accord. Il est en train d'écrire un mot à Sir Geoffrey. Miss Marple sourit, lui tendit ses gants et accepta un siège un peu en retrait du feu. « Vous êtes très bien, » dit-elle. « Une tasse de thé peut faire des miracles que les sermons ne peuvent pas faire, même si je ne le dis pas. Un peu de citron, si vous me le permettez. » Madame Hargreaves versa son sang et baissa la voix jusqu'à un murmure suffisamment autoritaire pour être entendu dans le village voisin. « Le docteur Pembroke dit que c'était le cœur, » annonça-t-elle. Le choc, la chaleur et cette effroyable agitation sous la tente. Mais bien sûr, la police insistera pour procéder à des examens. Je suis sûre qu'ils seront très minutieux. Très minutieux, dit mademoiselle Ford avec la joie vive de quelqu'un qui marquerait la marge à l'encre rouge. L'inspecteur Lenford, paraît-il. On dit qu'il a le don de voir à travers les gens, pas comme le pauvre sergent Moffat qui ne voit jamais à travers quoi que ce soit, sauf s'il y a un trou à travers lequel regarder. Madame Partridge soupira. « Quel genre de chose ?» murmura-t-elle, puis irrésistiblement. « Avez-vous remarqué la position de l'épouse du magistrat, Lady Lyle ?» Elle ne s'avança pas. Elle regarda de côté. « Je dis toujours que cela signifie quelque chose. Quand la tarte de Madame Donnelly a disparu à Harvest, elle avait exactement la même apparence. Voulez-vous prendre un peu de biscuit, Victoria, Miss Marple ? Je ne dis pas que c'est mon meilleur, mais si vous ne l'observez pas de trop près, vous le trouverez tout à fait acceptable. »« Merci, » dit Miss Marple en acceptant un petit carré. « Lady Lyle est une belle jeune femme, » ajouta-t-elle doucement. « Bien trop beau, » dit Madame Banbury, qui n'avait jamais pardonné la jeunesse en général. « Et ce chapeau, plus adapté à un hippodrome qu'à l'œuvre du Seigneur. »« Allons, allons, » dit Madame Hargreaves. « Soyons généreux. Une tragédie, c'est produite sous le toit même de Sir Geoffrey. Il faut tenir compte de la nervosité. Et le pauvre Monsieur Pritchard. Imaginez le choc pour sa femme. Ou plutôt... » Elle marqua une pause délicate. « Y a-t-il une femme ? Je ne m'en souviens plus. »« Veuf, » répondit promptement mademoiselle Ford. « 2 ans au dernier carême. Une fille à Londres, mariée à un ingénieur civil. Pritchard vivait seul à Marleycombe, dans la maison près du parc, propre comme un sous neuf. Il avait une femme de ménage 3 jours par semaine,
Madame Emmett, qui achète de la viande à Monsieur Halliwell et est connue pour son sens de la discrétion. Madame Hargreaves serra les mains. Lydia, tu sais toujours tout. C'est mon métier de savoir, dit mademoiselle Ford d'un ton posé. L'ignorance est un piège. Je préfère un chemin bien pavé. Miss Marple prit une gorgée de thé qui, comme elle l'avait anticipé, avait été trop infusée par une main consciencieuse. Monsieur Pritchard semblait en bonne santé ce matin, observa-t-elle. Il est resté un long moment sous la tente où étaient exposés les lots de la vente aux enchères. On a les pieds qui fatiguent à notre âge, et pourtant il ne s'est pas assis. Il était intéressé par le verre de cristal. « Le gobelet !» La voix de madame Hargreaves tremblait sur ce mot. « À bien y penser, cette magnifique pièce, en cristal pur, dit madame Lyle, a été apportée d'un spécialiste de Bond Street. Un don anonyme, s'il vous plaît, même s'il ne faut pas croire qu'elle provient de leur propre cabinet. Je n'aime pas les cadeaux anonymes. Ils sont, disons, anti-anglicans. » Il avait une drôle d'allure, s'aventura madame Banbury. Enfin, le gobelet n'avait pas l'air bizarre. Il brillait comme il se doit. Mais il y avait quelque chose dedans, une tache. Je me suis dit, c'est de la poussière. Puis j'ai pensé, mais la poussière n'est jamais au centre, elle s'accroche au bord. Et je me suis souvenu de l'étagère du garde-manger de madame Partridge. « Poussière !» s'écria madame Partridge blessée. « Je vous assure, pas la tienne, ma chère, » dit précipitamment madame Banbury. « Sauf que parfois, ça arrive là où on s'y attend le moins. » Le regard de Miss Marple était doux. « Un point intéressant, » dit-elle. « Il y avait, je crois, un léger résidu, comme de la cendre. Nous ne l'avons remarqué qu'après coup, tant la lumière frappait les facettes de façon magnifique. Mais il y avait un petit quelque chose. De la cendre ?» Madame Hargreaves parut véritablement alarmée. « Pas de la cendre de cigarette, n'est-ce pas ? On ne devrait pas fumer sous la tente, » dit Hiram. « C'est tout à fait contraire aux Écritures. »« Je l'ignore, » dit Miss Marple. « J'ai seulement déjà vu une telle tâche. Une fois, lorsque notre femme de ménage de Saint Mary Mead, Madame Pike, a versé les cendres de la grille dans le petit seau en laiton et a manqué le coup, d'1 pouce. Les cendres ont dérivé et sont tombées, brillantes, sur un presse-papiers en verre. On ne croirait pas que les cendres puissent briller, mais elles brillent sous une certaine lumière. Très petite, très révélatrice. Quoi qu'il en soit, dit mademoiselle Ford avec décision, si c'était de la cendre, cela n'a plus d'importance. L'homme est mort. C'est l'affaire du médecin et de la police. À ce moment-là, le vicaire entra, une liasse de papiers à la main et un pli entre les sourcils. C'était un homme doux et réfléchi, qui aimait les revues paroissiales et l'histoire des fonds baptismaux, et qui considérait toujours la tragédie humaine avec un air perplexe, comme si la Providence avait manqué de fournir des notes de bas de page adéquates. « Ma chère, dit-il à sa femme, l'inspecteur Lenford a demandé que personne ne brode. C'est le mot d'ordre. Il souhaite simplement que les faits soient répétés. Il vient tout à l'heure recueillir les dépositions de ceux qui étaient les plus proches de la tante à ce moment-là. »« Bien sûr, » dit madame Hargreaves en se tournant vers l'assistance avec l'aplomb d'une martyre. « Nous ne dirons que ce que nous avons vu. Et nous avons vu très peu de choses. Nous sommes des femmes. » Mademoiselle Ford pinça les lèvres, mais ne dit rien. Madame Partridge s'essuya les yeux. Madame Banbury murmura que les vérités, d'après son expérience, étaient comme des pissenlits. Une bouffée et toute la pelouse les connaissait. Miss Marple, qui ne craignait pas d'être sous-estimée, demanda si la servante de Rose Hill, la jeune fille pâle qui serrait son tablier, était tout à fait rétablie. « Oh, cet enfant !» Madame Hargreaves fronça les sourcils. « Hetty, ou Nettie, ou un nom du genre. Nouvelle dans le service. Lady Lyle l'a recueillie à l'orphelinat, ce qui me paraît peu judicieux. Il y a des raisons pour lesquelles les gens n'ont pas de foyer, vous savez. Mais on ne peut pas dire ces choses-là. Elle était bouleversée, et c'est compréhensible. Madame Lyle l'a envoyée se coucher. Hetty Lorne, ajouta mademoiselle Ford, 16 ans à la Saint-Michel, vif d'esprit, lent de main. C'est très fréquent.
La conversation s'anima et tourbillonna. Comment M. Pritchard s'était montré discrètement respectable. Comment il avait un jour refusé une affaire pour vulgarité. Jusqu'à ce que l'inspecteur Lenford lui-même fût annoncé à la porte. C'était un homme de taille moyenne, aux yeux gris et fixes, et arborait cet air de sang-froid particulier qui suggère un homme qui a décidé, très tôt, de ne jamais paraître surpris. Ses bottes avaient le cirage d'un policier de campagne. Son carnet était de ce genre soigné et modeste qui n'inquiète pas les témoins. « Mesdames, révérend, dit-il en inclinant la tête, je suis désolé de vous déranger. Je serai aussi bref que possible. Le docteur Pembroke m'a informé que M. Alfred Pritchard était décédé d'une insuffisance cardiaque. Quant à savoir s'il y avait d'autres facteurs, je reste ouvert à la question. J'aimerais entendre tour à tour ce que chacun d'entre vous a observé. » Il se plaça près de la fenêtre, où la lumière déclinante éclairait son visage, et commença à poser des questions douces. Quelqu'un avait-il vu M. Pritchard se disputer avec un autre homme? Avait-il bu quelque chose juste avant sa chute? Y avait-il une odeur inhabituelle? À ces mots, Madame Bunbury s'inquiéta et ne se souvint que des violettes, qui étaient la norme dans les tentes. Quelqu'un avait-il touché le gobelet? Le tirage au sort devait avoir lieu à 16 heures, dit Madame Hargreaves d'un ton important. Personne ne devait y toucher avant. Sir Geoffrey l'avait ordonné. Il y avait une pancarte. Ne pas manipuler. À mon avis, c'était tout à fait inutile, car les meilleurs ne manipulent jamais et les autres ne savent pas lire. Qui a organisé les lots? Demanda Lenford. Leonard Vance, dit promptement mademoiselle Ford. Il n'est pas de la meilleure trempe. Il est commissaire-priseur au marché de Marlécombe et vend plus de faillites qu'une paire de faisans. S'il y a une bonne affaire, il la saisira en premier. Il a un léger sourire déplacé. L'inspecteur Lenford le nota sans commentaire. Et la jeune servante? Hetty Lorne. Est-elle entrée dans la tente? Elle allait et venait comme un papillon de nuit, dit Madame Hargreaves. Elle allait chercher des vases, je crois. Miss Marple attendit que les autres aient fini de parler. Lorsque Lenford se tourna vers elle avec un respect poli, il avait appris, au cours d'une carrière non exempte de faux pas, que les petites vieilles dames observèrent parfois beaucoup. Elle joignit les mains et parla très doucement. « C'est très peu, dit-elle. Monsieur Pritchard se tenait à la table où le gobelet était posé. Il semblait, disons, profondément satisfait. Vous savez comme certains hommes fixent un objet jusqu'à ce qu'ils soient convaincus de son attrait. Il s'est penché plus près que la plupart ne l'auraient de fait. Je ne pense pas qu'il l'ait touché, mais il était tout près. Il n'a parlé à personne, sauf à M. Vance. M. Vance a dit quelque chose comme « coupé comme de l'eau de source ». M. Pritchard a hoché la tête. Puis M. Vance s'est éloigné. J'ai remarqué que la main de M. Pritchard tremblait légèrement. Je me suis dit « il devrait s'asseoir ». Mais peut-être que je pense la même chose de tout le monde. Le crayon de Lenford bougea. Et après, plus tard, il y eut un léger vacarme à l'entrée. Quelqu'un heurta un plateau, et M. Pritchard se retourna à moitié, comme soucieux de ne pas être bousculé. Puis il se pencha, rien de plus, et s'effondra comme si les ficelles avaient été coupées. Et le gobelet? Le regard de Miss Marple était absent, comme si elle cherchait une perle égarée dans une broderie. Le gobelet avait, comme nous l'avons dit, une petite tache, très petite, de la cendre, je crois. Mais j'ai aussi remarqué que lorsqu'on polit du verre avec un chiffon, si le chiffon n'est pas parfaitement propre, il reste une fine peluche. Ça ne ressemblait pas à de la peluche. Lenford leva les yeux. « Vous avez déjà remarqué ce genre de choses, Miss Marple. C'est vrai, si l'on compte sur le verre pour voir la vérité, » dit Miss Marple d'un ton doux. Il sourit presque imperceptiblement. « Merci. » Il prit leur déclaration et s'éloigna avec un mot respectueux, promettant qu'un agent repasserait. Lorsque la porte se referma, un souffle s'échappa collectivement, comme si la salle s'était retenue. « Quel homme bien pour un policier !» déclara Madame Hargreaves. « Hiram, pourriez-vous lui donner la liste des paroisses? Il doit savoir où trouver les personnes respectables et où, disons, trouver les autres. »
Le vicaire parut peiné. « Ma chère, nous sommes tous des brebis du même troupeau. Certains d'entre nous grignotent les haies, a déclaré Madame Banbury. Miss Marple se leva. « Si vous voulez bien m'excuser, dit-elle, j'aimerais jeter un coup d'œil dans la ruelle derrière Rose Hill avant que la lumière ne s'éteigne. Un des enfants a laissé tomber un ruban. Il fera l'affaire pour le colis de ma nièce. » Cela suffisait à expliquer sa course. Elle ramassa ses gants et quitta le presbytère à son rythme régulier et délicat. Dehors, l'air était frais et sentait la terre humide, avec un soupçon de fumée, la fumée ascendante d'un foyer quelque part, qui avait atténué la fraîcheur de l'après-midi. Le chemin derrière Rose Hill était étroit, avec un petit échalier là où la haie s'inclinait. Miss Marple posa la main sur le vieux bois et observa le sentier. Il avait été abondamment foulé par les fêtards. Les empreintes s'étaient mêlées. Malgré tout, il y avait des détails à découvrir si l'on s'y attardait. Quelqu'un était resté un moment près de l'échalier. Le sol était éraflé de petites empreintes en demi-lune, peut-être la marque d'un talon nerveux qui s'enfonçait. Un pétale de rosier de serre gisait là, abîmé et déplacé, et sur la haie elle-même, accrochée à l'épine, se trouvait un fil de gaze noir, si fin qu'il était invisible à moins d'être exercé à de telles bagatelles. Miss Marple le détacha et l'enroula autour d'un doigt. De la gaze noire. Rares étaient les villageoises qui portèrent de la gaze noire l'après-midi. Cela pouvait appartenir à un chapeau fait pour la ville. Son esprit, qui était un meuble à tiroir contenant des souvenirs soigneusement étiquetés, lui offrit une image. La cambrure du chapeau de Lady Lyle, ombrageant une joue très blanche. Elle ne se pressa pas. Elle remit la gaze dans son gant, trouva le ruban qu'elle s'était promis, bleu, avec une étoile, enfantine imprimée dessus, et retourna vers le haut mur de pierre de Rose Hill. Sur un coup de tête, elle fit le tour de l'entrée des domestiques. La porte était ouverte sur l'air de l'arrière-cuisine. La fraîcheur embaumait le soda et l'eau de chou. À l'intérieur, une femme d'âge mûr tapait une cuillère sur une assiette à dessert, avec une énergie déterminée. « Bonjour, » dit doucement Miss Marple. « Veuillez me pardonner. Je cherche Hetty. Je crois qu'elle a été prise d'un malaise à la fête. J'ai moi-même eu un malaise un jour, et un peu de sel dans l'eau me serait utile. » La femme la regarda avec une suspicion qui s'adoucit à la vue du chapeau et des yeux de Miss Marple. « Vous êtes Miss Marple, n'est-ce pas? De St. Mary Mead. J'ai entendu parler de vous. On n'a pas besoin de sel. Hetty est allongée. »« Tout à fait, » dit Miss Marple. « Je me demandais si elle avait assez mangé. Les jeunes filles oublient. » La femme, Madame Tin, comme elle l'avoua au bout d'un moment, parut grossièrement satisfaite. « Elle n'oublie pas, celle-là. Elle est assez rapide pour mettre un petit pain de côté. Le problème, c'est que les mains sont comme des petits poissons. Elle laisse tout tomber. Je lui ai dit, « Hetty, tu portes un plateau comme un plateau, pas comme un pot de confiture. » Mais le fera-t-elle? Eh bien, elle a vu quelque chose, je ne devrais pas m'en étonner. Ceux qui n'ont rien vécu voient ce qui n'a pas d'importance et passent à côté de ce qui compte. « C'est tout à fait vrai, » dit Miss Marple, « et pourtant, parfois, ce qui semble sans importance devient le fil qui défait tout le bas. Vous n'avez peut-être pas vu qui est entré dans la tente en dernier? » « En dernier? Lox, ils sont allés et venus toute la journée. Ce Vance, celui avec les dents. Sir Geoffrey, 2 fois. Madame, eh bien, elle rôdait, comme une mouche sur de la confiture. Pardonnez-moi. Je ne veux pas vous manquer de respect. Elle est ma supérieure. Seules les mouches sont des mouches. Et Hetty? Hetty a pris le dernier lot de fleurs. Les vases se fanaient. Je lui ai dit, « Attention à tes coudes. » Elle est revenue, blanche comme un navet. « Monsieur Pritchard fixe le verre, Madame Tin, » dit-elle, comme s'il voyait des fantômes. « Quelle idiote! Allongez-vous, dis-je, et laissez ces messieurs regarder. » Et puis, il y a eu des cris. Miss Marple la remercia et laissa un mot à Hetty. Madame Tin devait la faire venir demain si la jeune fille avait encore mal à la tête. Miss Marple avait un cordial qui ne manquait jamais. Elle ressortit dans l'après-midi déclinant et trouva, à sa faible surprise, l'inspecteur Lenford à la grille,
regardant le gravier comme un joueur d'échecs regarde un échiquier problématique. « Mademoiselle Marpeau, dit-il, je n'ai pas pu résister à l'envie de faire un tour dans le chemin. On voit mieux avec des bottes. Avez-vous vu quelque chose d'intéressant ? » « Seulement que quelqu'un s'est arrêté et a hésité, » dit Miss Marple. « Quand on veut absolument avancer, on ne s'énerve pas autant. » Lenford lui adressa un de ses petits sourires. « J'ai envoyé quelqu'un à Marleycombe pour s'enquérir des affaires de M. Pritchard. Il semble qu'il s'occupait d'une affaire pour Sir Geoffrey. Une affaire mineure, peut-être, ou peut-être pas mineure. »« Pas petit, » dit doucement Miss Marple. « Sir Geoffrey n'est pas du genre à consulter son avocat pour des broutilles. Et M. Pritchard n'était pas du genre à être négligent sous une tente. Il ne se penchait pas. Il se laissait bousculer. » Lenford haussa les sourcils. « Pousser ? Au sens moral du terme, » clarifia Miss Marple. « On les encourage à regarder, à admirer, à s'approcher plus que de raison. J'ai vu ça dans des brocantes. »« Tenez-le, madame, » dit le vendeur, et la pauvre dame, qui n'imaginait pas posséder un tel objet, le trouve soudain indispensable. Il existe des moyens de faire pression sur les gens sans avoir recours à la main. « Vance » demanda Lenford comme s'il testait le poids d'une pièce. « Peut-être. Il a l'air d'un homme qui se persuade d'abord lui-même et ensuite les autres. Mais il y a d'autres moyens. » Elle marqua une pause. « Il faudrait examiner le gobelet avec soin, inspecteur. Très soigneusement, pas seulement pour les empreintes digitales, pour les résidus. Pour ce qu'un essuie-glace négligent laisse. »« C'est en main, » dit Lenford. « Notre agent l'a apporté au docteur Pembroke. S'il y a quoi que ce soit d'inhabituel, nous le saurons. » Ils restèrent un moment dans un silence complice. Le ciel avait pris la couleur des fleurs de poirier. Une grive chanta une fois, essaya encore, puis se ravisa. Aux hautes fenêtres de Rose Hill, les pièces apparaissaient comme des carrés pâles. Quelqu'un franchit un rideau. « Vous pensez que c'est un meurtre ?» dit finalement Lenford, non pas comme une question, mais comme on pourrait s'en souvenir. « Je pense, » dit Miss Marple, « qu'un homme dont le cœur défaille en un instant a vu son cœur invité à défaillir. » Il hocha la tête. « Ce que tu as vu et ce que tu penses, tu me le diras, n'est-ce pas ? » « Oh, certainement. Nous échangerons nos petites observations comme des ménagères échangeant des recettes, inspecteur. Mais je vous préviens, parfois la recette la plus simple en apparence exige un timing très précis. » Lorsque Miss Marple arriva à son cottage, la haie fermait le chemin et le portail se refermait doucement, laissant déjà entrevoir que le village avait serré son châle autour de ses épaules. Elle fit bouillir la bouilloire et mesura le thé, un pour la théière et un pour la chance, et s'assit à sa petite table, la lumière de la lampe projetée sur son tricot. Elle ne tricotait pas. Elle pensa à M. Alfred Pritchard, qui s'était autrefois cru assez fort pour se tenir debout, et à un grain de cendre qui n'avait rien à faire dans un gobelet de cristal. Elle pensa au chapeau de Lady Lyle, à l'adresse commerciale irréprochable de Léonard Vance, à un coup de pied nerveux près d'un échalier, et à une fille aux mains de Veyron. Et derrière tout cela, telle une ombre se métamorphosant en forme, elle pensa à Sir Geoffrey Lyle, qui avait l'attitude ferme d'un homme habitué à ce que les choses soient exactement comme il les désire. Sur la cheminée, la vieille horloge sonnait la demi-heure, faiblement. Miss Marple leva les yeux, et dans ses yeux, il n'y avait pas de sévérité, mais une vieille et triste patience. Les gens, pensa-t-elle, laissent toujours tomber leurs péchés comme les enfants laissent tomber des miettes, partout, même sans le vouloir. Si l'on sait où regarder, on voit la petite trace. À Rose Hill, il restait assis tard et parlait à voix basse. Les domestiques écoutaient dans l'escalier. L'inspecteur Lenford écrivait sous sa lampe, prudemment et lentement. Et le matin, les discussions reprenaient, les théories, les déclarations plus sérieuses pour satisfaire aux exigences du devoir et de la conscience. Mais déjà, dans l'esprit de Miss Marple, le schéma commençait à se dessiner. Un schéma de petits actes et de petites vanités, avec un étrange scintillement en son centre, comme si quelque chose de délicat avait capté la lumière et l'avait piégée. Elle se leva et tira le store. Dans la cheminée,
Le charbon se déposa avec un soupir et un léger filet de fumée s'éleva. Rien de plus qu'un point, en réalité, et pourtant aussi distinct que la vérité pour des yeux habitués aux ombres. Chapitre 3. Les cendres dans la coupe. Le lendemain matin, humide et gris, une bruine semblait décidée à défaire toute la propreté des parterres de fleurs de la fête. Les guirlandes, toujours suspendues tristement sur la pelouse de Rose Hill, semblaient dépenaillées, leurs couleurs ternes et leurs cordons relâchés. L'air sentait l'herbe mouillée et les scones de la veille. Miss Marple, cependant, n'était pas du genre à se laisser décourager par le temps. Elle était assise à sa table de petit déjeuner, un œuf poché sur du pain grillé devant elle, le chronique quotidienne plié à côté de sa tasse de thé. Les gros titres concernaient les ministres des Affaires étrangères et les troubles lointains, mais son regard fut plutôt attiré par la petite colonne intitulée « Actualité locale », tragédie à la Garden Party de Rose Hill. L'article était succinct, poli et évasif, l'effondrement soudain d'un avocat respecté, mais entre les lignes, Miss Marple a détecté le malaise silencieux d'une communauté sortie de sa complaisance. Avant qu'elle ait pu finir son œuf, on frappa violemment à la porte. Il s'agissait de Madame Benbury, enveloppée dans un châle autrefois à la mode à l'époque de la reine Mary, qui affichait encore une certaine dignité, bien que quelque peu rongée par les mythes. Ses yeux brillaient d'excitation. « Ma chère Miss Marple !» s'exclama-t-elle, attendant à peine d'être invitée à entrer. « Vous êtes au courant ? L'inspecteur Lenford a ordonné que le gobelet soit scellé, dans une boîte, comme s'il s'agissait d'un produit de contrebande. Je tiens de source sûre, Madame Larche de la Poste, qu'il soupçonne un poison. » Miss Marple inclina la tête. Il aurait tort de ne pas envisager cette possibilité. Mais Madame Larche aime les formules théâtrales. Je ne serais pas surprise que la coupe soit simplement mise en sécurité. « En sécurité !» répéta Madame Bunbury en s'asseyant sur la chaise la plus proche. « De qui ?» J'ai dit à Madame Larche. Personne à Willowbrook ne falsifiait des preuves. Et elle a dit « Ma chère, vous seriez étonnée de ce que les gens font lorsque leur nom pourrait être dans les journaux. » Imaginez le papier. Miss Marple servit une tasse de thé à sa visiteuse, sachant que c'était le seul moyen de la calmer. Madame Benbury but une gorgée avec gratitude et se pencha plus près. Et autre chose. Madame Partridge jure avoir vu Lady Lyle près de la tente quelques instants avant que le pauvre monsieur Pritchard ne s'effondre. Elle dit qu'elle était seule, la main posée sur la nappe. Cela ne vous paraît-il pas étrange ? Il me semble, dit doucement Miss Marple, que les capacités d'observation de Madame Partridge s'améliorent souvent après l'événement. Madame Bunbury laissa échapper un petit cri de protestation. Vous ne pensez tout de même pas. Mais Miss Marple s'était levée pour aller chercher son sac à tricot. Je crois, dit-elle, que la mémoire humaine est comme la laine. Elle s'étire pour s'adapter au modèle qu'on souhaite réaliser. La vérité, cependant, se trouve généralement dans les mailles perdues. Plus tard dans la matinée, l'inspecteur Lenford en personne se rendit au cottage de Miss Marple. Ses bottes portaient les traces des chemins humides, et son attitude était grave. « Bonjour, Miss Marple. J'espère ne pas vous déranger. »« Pas du tout, inspecteur. Vous prendrez bien un peu de thé, ou peut-être quelque chose de plus fort, par cette journée maussade. »« Un thé me suffira, » dit-il en s'asseyant avec raideur. Il posa son chapeau sur ses genoux et jeta un coup d'œil à ses aiguilles à tricoter, cliquetant sereinement dans ses mains. « J'ai pensé qu'il était bon de vous informer, puisque vous étiez présent hier, que le docteur Pembroke a découvert certaines anomalies. Des traces, comment dire, étrangères à la constitution naturelle de l'homme. » Les yeux de Miss Marple, doux comme toujours, se posèrent sur son visage. « Du poison ?» Il inclina la tête. « Quelque chose de ce genre. Une poudre peut-être. Pas encore concluant, mais suffisant pour me rendre prudent. Le gobelet sera envoyé au laboratoire du comté. En attendant, j'aimerais savoir si vous avez vu M. Pritchard boire quelque chose. » Miss Marple marqua une pause, ses aiguilles immobilisées. « Pas dans un verre, inspecteur, mais je l'ai vu porter son mouchoir à ses lèvres,
comme s'il avait goûté quelque chose de désagréable. C'est insignifiant, mais je remarque ses futilités. Lenford hocha la tête. Et cette coupe, les cendres qu'elle contient, comme certains l'ont dit? Il y avait certainement des résidus, répondit Miss Marple. Cela m'a rappelé un cas, il y a de nombreuses années, où une servante de notre village avait tenté de polir du laiton avec une poudre anti-cafard. Elle avait laissé une trace sur une tasse de thé, et le résultat fut des plus fâcheux pour le visiteur qui en avait bu. Le crayon de l'inspecteur parcourut rapidement son carnet. C'est précisément ce genre de lien qui m'intéresse. Voyez-vous, Miss Marple, certains suggèrent que le gobelet lui-même était l'instrument. Mais comment M. Pritchard en est-il venu à boire dedans, en public et à un tel moment? Je ne peux pas encore le dire. Les gens peuvent être amenés à faire des choses très étranges, observa Miss Marple, surtout lorsqu'ils sont persuadés par quelqu'un en qui ils ont confiance, ou qu'ils craignent. L'après-midi, tout le village était en proie aux conjectures. À l'épicerie, à la poste, à la petite halte ferroviaire où 2 trains passaient chaque jour, les langues se déliaient sans cesse. On entendit Sir Geoffrey Lyle gronder que la police devait éclaircir cette absurdité au plus vite. On aperçut Lady Lyle descendant rapidement le chemin, son voile baissé, comme pour éviter à la fois la bruine et la curiosité. Et Léonard Vance, le commissaire-priseur, fut aperçu à l'auberge, affichant un sourire trop large, ses manières un peu trop chaleureuses pour l'occasion. Il déclara, à portée de voix de plusieurs villageois, que les crises cardiaques sont le malheur de l'âge et n'incombent à personne, et qu'il était absurde de prétendre le contraire. Ces paroles, censées rassurer, eurent l'effet inverse. Miss Marple, quant à elle, se promenait tranquillement dans le cimetière, son ombrelle claquant doucement sur les pierres. Elle réfléchissait non pas à ce qui avait été dit, mais à ce qui ne l'avait pas été. Les gens, elle le savait, sont souvent très révélateurs dans leur silence. Au bord du chemin, elle s'arrêta. Là, à moitié enfoui dans la terre humide, se trouvait un petit bout de papier. Elle le ramassa avec précaution. Il semblait avoir été arraché d'une enveloppe, l'encre brouillée par la pluie. Seuls quelques mots restaient lisibles. Règlement. Psst, cristal. Confidentiel. Miss Marple l'a soigneusement plié dans son gant. Cela pourrait ne rien signifier du tout, ou cela pourrait signifier beaucoup. Ce soir-là, elle s'assit de nouveau près du feu, son tricot intact sur ses genoux. Ses pensées ne se tournèrent pas vers la mort subite du pauvre notaire, mais vers le calme qui régnait à Willowbrook. Un magistrat fier, une belle jeune épouse, un commissaire-priseur ambitieux, une femme de chambre nerveuse et un notaire qui en savait peut-être plus sur leurs affaires qu'il n'était raisonnable de le penser. Et au centre de tout cela, brillant d'une innocence trompeuse, la coupe de cristal, contenant littéralement les cendres de la vérité. Chapitre 4. Le mauvais homme. Le lendemain matin, Willowbrook High Street connut une effervescence intense. L'agent Davis, un jeune homme débonnaire, plus appétiteux que méfiant, fut aperçu se dirigeant résolument vers l'auberge, suivi 1 heure plus tard par l'inspecteur Lenford en voiture. De tels événements incitèrent la moitié du village à inventer des courses en direction du parc, car rien n'était plus attirant que les activités officielles de la police, menées au vu et au su de tous. À midi, ce n'était plus une rumeur, mais une certitude. Léonard Vance, le commissaire-priseur, avait été interpellé. Madame Banbury déclara d'un air solennel qu'elle s'était toujours méfiée d'un homme qui souriait trop souvent. Madame Partridge annonça avoir vu un jour M. Vance se tromper dans le compte des pièces de monnaie au marché. Et mademoiselle Lydia Ford, l'institutrice, affirma qu'un homme qui fait le commerce d'actions en faillite a forcément une vague notion de l'honnêteté. Au presbytère, où la nouvelle fut reçue par-dessus un gâteau aux graines, Madame Hargreaves joignit les mains de façon théâtrale. L'inspecteur a agi avec une promptitude admirable. Léonard Vance a été vu parlant au pauvre M. Pritchard quelques instants avant l'effondrement. Et n'avons-nous pas tous remarqué son air narquois?
Miss Marple, présente, se servit une autre tasse de thé. Son expression était douce, presque absente. « Je crois qu'il a parlé de la coupe, » dit-elle doucement. « Exactement, » s'écria Miss Ford. « Et n'est-il pas suspect qu'il ait été seul à être chargé de distribuer les lots? Un homme dans une telle position pouvait tout faire. Il aurait même pu toucher à la coupe avant que la foule ne se rassemble. » Madame Benbury hocha la tête. « L'inspecteur ne tardera pas à le tuer, c'est sûr. » Miss Marple posa sa tasse. « Je ne devrais pas être trop pressée, chère Madame Benbury. » On sourit souvent pour cacher sa nervosité, et la nervosité n'est pas toujours synonyme de culpabilité. Plus tard dans l'après-midi, l'inspecteur Lenford se rendit au cottage de Miss Marple. Il était courtois, mais une lueur de satisfaction brillait dans ses yeux. « Nous avons des raisons de croire, mademoiselle Marple, que Léonard Vance a pu être impliqué dans une affaire peu recommandable avec M. Pritchard. Une affaire d'argent, de dette, pour être clair. » Plusieurs villageois les ont entendus se disputer à propos d'estimation, et l'une des domestiques de Rose Hill jure avoir vu Vance se pencher tout près de la coupe. Miss Marple écoutait avec un intérêt compatissant. « On se penche souvent quand le verre scintille à la lumière, » remarqua-t-elle. « Il attire le regard, comme un bijou. Puis-je vous demander, inspecteur, ce qu'a dit M. Vance lui-même? »« C'est absurde, » répondit Lenford. « Il prétend que Pritchard était un maniaque, peu disposé à céder sur une question de succession. Il nie avoir touché la coupe. Mais... » Il marqua une pause. « Il y a des incohérences. Il admet avoir longuement parlé avec Pritchard, mais personne d'autre ne semble avoir entendu leurs propos. Et puis, bien sûr, il y a sa réputation. » « Les réputations, » dit doucement Miss Marple, « sont des choses curieuses. Elles poussent un peu comme du lierre. Elles s'accrochent souvent au mauvais mur et sont impossibles à enlever une fois fixées. » L'inspecteur sourit faiblement, mais son ton était empreint de détermination. « Néanmoins, je serais surpris que Vance ne soit pas notre homme. » Ce soir-là, les rumeurs enflèrent comme une marée. À l'auberge, les clients murmuraient que Vance avait été pris en flagrant délit avec le gobelet lui-même. À la poste, on racontait que Madame Emmett, la gouvernante de Pritchard, avait révélé que son employeur avait reçu des lettres de menaces. Et à l'épicier, la rumeur courait déjà que Vance avait tout avoué. Miss Marple, quant à elle, était assise dans son petit salon, son tricot reposant sur ses genoux. Elle songea à Léonard Vance, un homme aux manières faciles, parfois trop faciles, mais dépourvu de ce sang-froid impitoyable qu'elle associait à une véritable malice. Elle pensa à sa profession, qui consistait à persuader les gens d'acheter ce dont ils ne voulaient pas vraiment, et à quel point de telles habitudes pouvaient lui paraître sinistres sous le prisme de la suspicion. Elle se souvenait aussi de l'expression de Lady Lyle au moment de l'effondrement de Pritchard, un sang-froid trop étudié, un regard détourné trop délibéré, et du mince fil de gaz noir qu'elle avait trouvé près de l'échalier. Miss Marple murmura « Non, pas Monsieur Vance. Un suspect facile est rarement le bon. On est si prompt à croire le pire des escrocs familiers qu'on oublie les péchés cachés des gens respectables. » Le lendemain, la bruine laissa place à un soleil pâle, et les allées des jardins de St. Mary Mead et de Willowbrook se remplirent à nouveau de villageois. À Rose Hill, les stores restèrent baissés, les Lyle ne recevant aucune visite. Le magistrat était, paraît-il, de mauvaise humeur, et sa femme, comme le confia une femme de chambre, s'était enfermée dans sa chambre pendant des heures. Miss Marple passa lentement le portail, son regard s'arrêtant non pas sur la maison, mais sur le gravier, où les roues de la voiture avaient tourné précipitamment. Elle songea, comme souvent, que la vérité était rarement dramatique. C'était généralement quelque chose d'infime, d'inaperçu, balayé comme une miette sur une nappe. Et ainsi, tandis que l'inspecteur Lenford poursuivait Léonard Vance, Miss Marple glissait son tricot sous son bras et pensait aux miettes, des miettes qui ramenaient toujours à la personne qui les avait laissées. Chapitre 5. Les ombres derrière les rideaux. Les accusations de l'inspecteur Lenford contre Léonard Vance semblaient se renforcer d'heure en heure. On vit la police entrer et sortir de l'auberge, où Vance disposait d'un modeste logement, et la rumeur courait que des documents avaient été saisis.
Le soir venu, tout Willowbrook l'avait condamné par contumace, et seul le cuisinier du magistrat exprima de la sympathie, remarquant que M. Vance n'oubliait jamais de payer ses frais de scolarité. Miss Marple, cependant, restait sceptique. Elle passa la matinée dans son jardin, taillant les rosiers avec une délicate précision, tandis que ses voisins passaient lui raconter les derniers potins. Elle écoutait chacun avec un intérêt patient, mais son esprit, tel son sécateur, éliminait le superflu pour ne laisser que l'essentiel. Ce fut Madame Emmett, la gouvernante de M. Pritchard, qui apporta le premier fil conducteur. Elle arriva au cottage de Mademoiselle Marple, un bonnet noir fermement noué sous le menton et une expression à la fois indignée et triste. « J'ai pensé que vous devriez le savoir, Mademoiselle Marple, » dit-elle en se perchant avec raideur au bord de la chaise. « L'inspecteur est venu à Marlécombe hier. Il s'est enquis des affaires de M. Pritchard et je lui ai dit franchement, le maître était inquiet ces dernières semaines. Il n'arrêtait pas de marmonner. Papier et colonne-t-il l'a fait. Il a dit qu'il ne se laisserait pas berner. Je lui ai demandé si c'était pour les affaires, mais il a secoué la tête. Et une fois, Madame Emmett baissa la voix dramatiquement. Il a dit « Si la vérité éclate, ils seront ruinés tous les deux. » « Les deux ?» demanda doucement Miss Marple. « C'est le mot, madame. »« Les deux. Mais il ne m'a jamais dit qui. » Miss Marple croisa les mains. « Et a-t-il reçu des visiteurs, Madame Emmett ?»« Seulement Monsieur Vance, une ou deux fois, et... » Elle hésita. « Lady Lyle elle-même. Elle est venue chez moi un après-midi où Sir Geoffrey était absent. Très convenable, remarquez, mais j'ai trouvé ça étrange. Les cabinets d'avoués sont réservés aux affaires, pas aux salons privés. » À l'heure du déjeuner, l'histoire se répandit dans tout le village. Lady Lyle avait été aperçue chez M. Pritchard. Certains affirmèrent qu'il s'agissait de sa dot, d'autres chuchotèrent des explications plus scandaleuses. Les jeunes femmes de l'épicier parlèrent avec une vive joie, tandis que les plus âgées pincèrent les lèvres et affirmèrent avoir toujours soupçonné. À Rose Hill, cependant, l'ambiance était moins joyeuse. Une femme de chambre confia à Madame Banbury que la voix de Sir Geoffrey avait été si forte la veille au soir, que le majordome, bien que cousin d'emprunt, avait menacé de partir immédiatement. Lady Lyle aurait pleuré derrière sa porte, et Sir Geoffrey lui avait ordonné de ne plus recevoir de visiteurs. Miss Marple rendit visite au docteur Pembroke, connu pour son amour du partage de ses opinions médicales. C'était un homme volubile, porté sur de longues explications, mais Miss Marple l'écouta avec sa patience habituelle. « Du poison sans aucun doute, » dit-il enfin, « mais pas du genre ordinaire, ni de l'arsenic, ni de la digitale. Quelque chose de plus rare, de plus sophistiqué. Une poudre qui se dissout sans laisser de traces dans un liquide. Mais c'est là le point intéressant. Elle a dû être administrée. Au moment même, il n'y a eu aucun retard. L'effondrement a été immédiat. « Alors, ça n'aurait pas pu être dans sa nourriture plus tôt ?» demanda Miss Marple. « Exactement. C'était dans la coupe ou quelque chose qui l'a touché dans cette tente. »« Cas remarquable, remarquable. » Miss Marple sourit faiblement. « Oui. C'est remarquable comme on peut facilement encourager quelqu'un à lever un verre, juste pour voir comment la lumière brille, et ce faisant, à toucher ou goûter ce qu'il ne devrait pas. » Ce soir-là, rentrant du presbytère, Miss Marple passa devant l'échalier où elle avait trouvé la gaze. Là, à moitié cachée par la haie, elle remarqua une autre trace curieuse, une petite touffe d'herbe tassée, comme si quelqu'un s'y était souvent arrêté. À côté se trouvait un bouton d'argent, démodé et plutôt imposant, du genre qu'on ne trouve pas habituellement sur les vêtements de campagne. Miss Marple le ramassa avec précaution et le glissa dans son réticule. Un bouton, un fil de gaz, un notaire murmurant des accords et une dame lui rendant discrètement visite pendant l'absence de son mari. Telles étaient les pièces du puzzle. L'image qu'elle suggérait n'était pas celle de la petite escroquerie de Léonard Vance, mais celle de quelque chose de plus profond et de bien plus dangereux. Cette nuit-là, alors qu'elle préparait sa bouillotte, Miss Marple murmura pour elle-même. «
On tue rarement des gens pour quelques centimes. C'est l'orgueil, la honte ou l'amour qui les guide. Et parfois, ajouta-t-elle doucement, les trois à la fois. Chapitre 6. Un deuxième choc. L'arrestation de Léonard Vance n'avait calmé le village que pour une journée. Dès le lendemain matin, les bavardages de Willowbrook étaient plus animés que jamais, et les opinions étaient nettement partagées entre ceux qui tenaient de Vance pour coupable et ceux qui le considéraient comme un bouc émissaire commode. Madame Banbury, qui avait changé d'avis du jour au lendemain, déclarait alors que un homme aussi évident ne pouvait être le meurtrier, tandis que Madame Partridge s'accrochait obstinément à la conviction que la malhonnêteté au marché menait inévitablement à la malhonnêteté avec les coupes en cristal. Miss Marple, qui ne condamnait ni ne défendait, était assise à tailler des brins de lavande pour les faire sécher lorsqu'une servante de Rose Hill, essoufflée, descendit la ruelle en courant. Son tablier était déchiré, son bonnet de travers et ses yeux écarquillés d'inquiétude. « Oh, Miss Marple, madame, venez vite !» s'écria-t-elle. « Il s'est passé encore une chose horrible. » À Rose Hill House, une petite foule s'était déjà rassemblée. Sir Geoffrey se tenait dans l'allée, le visage rouge et furieux, adressant des gestes erratiques à l'inspecteur Lenford. Lady Lyle, pâle et posée, se tenait à distance, une main légèrement pressée contre sa gorge. Les domestiques chuchotaient entre eux, jetant des regards furtifs à la grande façade de pierre. À l'intérieur de la bibliothèque, le spectacle était sinistre. Hetty Lorne, la jeune servante, était assise, affalée sur une chaise, le visage blême. Le docteur Pembroke se penchait sur elle en marmonnant, tandis que Madame Tin se tordait les mains. Sur le bureau devant elle se trouvait un plateau sur lequel reposait une tasse de cacao à moitié vide. « Elle se rétablira », annonça enfin le docteur Pembroke. « Ce n'était pas fatal, même si ça aurait pu l'être. De la poudre, comme avant, je parie. Il a fallu qu'on me fasse venir. » L'inspecteur Lenford se retourna brusquement. « Qui lui a apporté le chocolat ?» Madame Tyne, se tordant toujours les mains, avoua « C'est moi, monsieur. Elle a dit qu'elle se sentait faible et a réclamé quelque chose de chaud. Je vous jure que j'ai apporté la boîte moi-même, que je l'ai versée et que je l'ai laissée dans l'arrière-cuisine pendant que je tournais le dos pour remuer le ragoût. À mon retour, elle buvait déjà. Je n'y ai plus jamais touché. » L'expression de Lenford se durcit. « Et puis quelqu'un est intervenu pendant cet intervalle. » Miss Marple, debout silencieusement sur le seuil, demanda avec douceur. « Puis-je parler à la jeune fille, inspecteur ? Juste un mot ?» Le médecin s'agita, mais Lenford acquiesça. Miss Marple s'approcha d'Hetty et posa une petite main fraîche sur son bras tremblant. « Ma chère, ne te fatigue pas. Dis-moi juste, as-tu vu quelqu'un près du plateau ?» Les lèvres d'Hetty remuèrent faiblement. « Je pensais... » Elle déglutit péniblement. « La dame, son voile. Elle est passée si vite, je n'en étais pas sûr. J'ai pensé que c'était le courant d'air. » Miss Marple lui tapota la main. « Tout à fait, mon enfant. Un courant d'air peut être très trompeur. Repose-toi maintenant. » L'incident fit grand bruit. Pour beaucoup, il confirma la culpabilité de Vance. N'avait-il pas été soupçonné, soucieux de faire taire les témoins? D'autres murmurèrent qu'Hetty elle-même en savait trop, qu'elle avait vu quelque chose dans la tente qu'elle n'aurait pas dû voir. D'autres encore désignèrent avec prudence Lady Lyle, dont les allées et venues semblaient de plus en plus mystérieuses. Sir Geoffrey tonna contre l'inspecteur Lenford dans le hall. « C'est un outrage, monsieur, que ma maison soit soupçonnée, que mes domestiques soient empoisonnés. J'exige que cette affaire soit réglée immédiatement. » Lenford, calme en apparence, dit seulement « On réglera ça, Sir Geoffrey, mais pas à la hâte. Les empoisonneurs ne s'arrêtent pas à une seule tentative. » Ce soir-là, Miss Marple prit son thé avec Madame Bunbury, qui était presque hors d'elle-même à cause de ses spéculations. « Vous avez entendu ce qu'ils disent, Miss Marple ? On a vu Lady Lyle dans le couloir près de l'arrière-cuisine. Je n'ai jamais fait confiance à une femme qui porte une gaze noire l'après-midi. Croyez-moi, il y a quelque chose, étrangeur à propos de ses manières. »
Miss Marple sourit faiblement. On accuse souvent l'étrangeté, chère Madame Banbury, alors que la vérité est plus proche de nous. Pourtant, on ne peut s'empêcher de se demander pourquoi une dame aussi raffinée rend visite à des notaires à Marlécombe, ou pourquoi elle devrait se promener là où les servantes rangent des boîtes de chocolat. Les plus petites choses, vous savez, révèlent souvent les plus grands secrets. Plus tard, seule dans sa chaumière, Miss Marple déposa le bouton d'argent qu'elle avait trouvé sur le montant, à côté du morceau de papier déchiré du cimetière. Elle les étudia tous deux à la lumière d'une lampe. L'un parlait d'une correspondance secrète, l'autre d'un vêtement plus beau que n'importe quel tailleur de village ne pouvait en fabriquer. 2 tentatives, pensa-t-elle tranquillement. L'une réussit, l'autre non. Le principe était clair. Il fallait garantir le silence. Mais quelle vérité, si elle était dite, serait si dangereuse? Les yeux de Miss Marple se rétrécirent légèrement, le clic de ses aiguilles à tricoter s'arrêtant dans le silence. « Les secrets, murmura-t-elle, ont une façon d'atteindre la lumière du jour, comme les cendres qui s'élèvent d'un feu, même si on effleure soigneusement le foyer. » Chapitre 7. Motif dans l'ombre. L'incident avec Hetty Lorne résonnait dans toutes les rumeurs à Willowbrook. Madame Banbury, qui se considérait comme la gardienne de la moralité du village, déclara que la servante avait dû savoir quelque chose d'effroyable, et fut réduite au silence pour cela. Madame Partridge préférait penser qu'Hetty s'était empoisonnée par erreur, parce que les filles de son âge sont négligentes avec les boîtes de conserve. Mademoiselle Lydia Ford, quant à elle, insista sur le fait que tout cela était trop bien ficelé, et déclara qu'elle écrirait une dissertation sur les dangers des ragots pour ses élèves, sachant pertinemment que les enfants n'en apprendraient rien. Pendant ce temps, Miss Marple vaquait à ses petites tâches ménagères, comme si rien d'extraordinaire ne s'était produit. Elle réparait une déchirure de ses rideaux de dentelle, écrivait un mot de condoléance à la fille mariée de M. Pritchard à Londres et faisait sa promenade habituelle au parc. Pourtant, pendant tout ce temps, elle accumulait ce qu'elle entendait et voyait, comme un écureuil fait des provisions de noix pour l'hiver. Au bureau de poste, elle rencontra à nouveau Madame Emmett, la gouvernante de Marlécombe, qui avait visiblement trouvé un certain soulagement à partager son fardeau. « Ils disent tout Vance ceci et Vance cela », grommela Madame Emmett, mais je connaissais mon maître, et ce n'était pas Vance qui le tracassait. Non, il était monté contre quelqu'un de plus haut placé. Il tenait un registre, vous savez, un petit carnet noir, aussi net que son écriture. Il a disparu maintenant. L'inspecteur Lenford a posé la question, et je le lui ai dit. J'ai regardé moi-même. Plus aucune trace. Disparu. Miss Marple hocha légèrement la tête. Et quand l'avez-vous vu pour la dernière fois? La veille de la fête. Il a écrit dessus, puis l'a rangé dans son tiroir. Je l'ai épousseté le lendemain matin, je jure qu'il était là. Maintenant, disparu. Le même après-midi, Miss Marple rendit visite au docteur Pembroke sous prétexte de s'enquérir des rhumatismes d'un voisin. Le médecin, ravi d'être reçu, s'écarta bientôt du sujet. « Bon sang, Jane, si je puis me permettre, la mort de Pritchard n'était pas un accident. Le poison était évident. Et la fille aussi, des traces dans le cacao. Quelqu'un dans cette maison a accès à des substances ingénieuses, c'est tout ce que je dirais. Pas acheté en magasin à Willowbrook, je vous assure. » Miss Marple, sirotant son thé, remarqua d'un ton léger. On obtient parfois de telles poudres en voyageant, ou par l'intermédiaire de connaissances qui fréquentent des cercles plus larges. Exactement. Un chimiste londonien, peut-être, ou un type qui s'intéresse à la toxicologie moderne. Ce n'est pas l'œuvre d'un criminel rustique ordinaire. Sur le chemin du retour, elle croisa Hetty, pâle mais d'un pas droit, marchant lentement avec Madame Tin. La jeune fille lança un regard effrayé à Miss Marple, mais lorsque la femme plus âgée murmura un mot gentil, Hetty lui serra la main. « Je ne voulais pas entendre, madame, » murmura-t-elle, « mais je l'ai entendu. » Sous la tente, Monsieur Pritchard a dit au monsieur « Je ne veux pas y participer. » Et le monsieur a répondu « Vous n'avez pas le choix. » C'est ce qui m'a effrayée. C'est pourquoi
Elle s'interrompit, les yeux pleins de larmes. Miss Marple la rassura doucement. « Merci, ma chère. Parfois, la vérité éclate. Au grand jour, quand on pense que personne ne l'écoute. » Ce soir-là, l'inspecteur Lenford revint au cottage de Miss Marple. Son visage était marqué par la fatigue. « Je commence à penser que Vance est une fausse piste, » avoua-t-il. « Trop maladroit, trop flagrant. Il s'est peut-être disputé avec Pritchard, mais cette histoire de grand livre et de deuxième tentative, tout indique autre chose. » Miss Marple mit son tricot de côté. « Oui, un meurtre est rarement le fruit de querelles de shilling. C'est généralement l'orgueil, inspecteur, ou la peur du déshonneur. Il faut se demander, que savait M. Pritchard qui puisse ruiner non pas une, mais deux personnes ?» Lenford la regarda attentivement. « Tu crois que c'est Lady Lyle ?»« Je pense, » dit doucement Miss Marple, « que les apparences sont trompeuses. Un joli visage peut cacher le chagrin ou la peur. Mais je pense aussi que Sir Geoffrey est un homme qui ne tolère pas que sa dignité soit atteinte, même par sa propre femme. Un mariage est souvent plus complexe qu'il n'y paraît aux yeux de ses voisins. » Elle jeta un coup d'œil au petit bouton d'argent posé sur sa cheminée, qui tournoyait à la lumière de la lampe. Et parfois, un seul fil d'un vêtement défait toute la parure. Cette nuit-là, Miss Marple écrivit 2 brefs messages, l'un à l'inspecteur Lenford, lui suggérant d'enquêter discrètement sur les opérations financières de Sir Geoffrey, l'autre à sa nièce à Londres, lui demandant si elle pouvait se renseigner sur les affaires de la famille Lyle en ville. Car Jane Marple savait que la vérité sur les tragédies villageoises s'étendait souvent bien au-delà des haies et des cimetières, jusque dans les salons et les maisons de commerce de la haute société londonienne. Elle posa sa plume, joignit les mains et murmura « Oui, tout à fait. Il ne faut pas seulement regarder qui tenait le gobelet, mais aussi qui aurait à perdre si M. Pritchard parlait. » Chapitre 8. L'affaire Lyle. Au matin suivant la fête, les stores de Rose Hill étaient à nouveau baissés. On aperçut Lady Lyle dans le jardin, marchant lentement avec un parasol malgré le ciel couvert. Sa silhouette, élancée et gracieuse, semblait presque spectrale sur les allées de gravier. Les villageois observaient discrètement depuis le chemin et chuchotaient entre eux. Certains lui attribuaient la pâleur de la culpabilité, d'autres la tristesse d'une innocente prise au piège. Pendant ce temps, Sir Geoffrey s'était mis à foncer dans sa voiture, traversant bruyamment Willowbrook et Marleycombe, le chapeau enfoncé et l'air tonitruant. Il ne s'arrêtait pour saluer personne, ce qui, aux yeux des villageois, était plus suspect que s'il avait crié des accusations depuis le toit. Ce matin-là, mademoiselle Marple reçut une lettre, transmise rapidement par sa nièce de Londres. Elle était courte, mais significative. « Ma très chère tante Jane, en réponse à votre question, les finances de Sir Geoffrey Lyle ne sont pas ce qu'elles paraissent. Ses avoirs dans le transport maritime ont beaucoup souffert. On m'informe discrètement que ses créanciers le pressent et qu'un règlement concernant la dot de sa femme est à l'étude. Monsieur Pritchard, semble-t-il, a été consulté. On évoque également une querelle entre Sir Geoffrey et sa femme, bien que ces faits soient souvent exagérés. Avec affection, Dolly. » Miss Marple plia soigneusement la lettre. Elle repensa aux paroles de Madame Emmett. Si la vérité éclate, cela les ruinera tous les deux, et réfléchissait que la ruine prenait de nombreuses formes, financières, sociales, morales. Cet après-midi-là, l'inspecteur Lenford la revit. Il paraissait plus épuisé qu'auparavant, mais ses yeux brillaient de nouvelles informations. « Vous aviez raison, Miss Marple. Les affaires de Sir Geoffrey sont précaires. J'ai parlé à son notaire londonien. Il l'a reconnu. De lourdes dettes, discrètement dissimulées, mais qui s'accumulaient. Et voici le plus curieux. Monsieur Pritchard préparait des documents qui auraient de protéger la dot de Lady Lyle contre les créanciers de son mari. C'était parfaitement légal, mais... Eh bien... Sir Geoffrey n'aurait guère apprécié. » Miss Marple hocha la tête. « Les hommes fiers, inspecteur, acceptent rarement les garanties qui affaiblissent leur autorité. »« Exactement. Mais alors, pourquoi tuer Pritchard ? Les papiers existent toujours, à moins que... » Il s'interrompit. « À moins que le grand livre.
répondit doucement Miss Marple. « Un registre privé. Il manque. Un registre qui va au-delà des finances, je pense. » Plus tard dans la soirée, Miss Marple prit le thé avec Madame Hargreaves, qui était très agitée. « Ma chère, vous n'imaginez pas ce qu'on vient de me dire. Le majordome, oui, le cousin, a déclaré avoir entendu des voix s'élever dans la bibliothèque le matin même de la fête. Sir Geoffrey criait, et M. Pritchard répondait avec fermeté. Quelque chose comme déshonneur et pas d'autre choix. Et puis, silence. Madame Banbury, arrivée sans invitation, se pencha. Et vous savez quoi d'autre? Hetty elle-même a dit, bien qu'elle n'aurait pas dû, avoir vu Lady Lyle pleurer dans cette même bibliothèque moins d'une heure plus tard. Des larmes, remarquez. J'ai toujours dit que les belles femmes sont une nuisance. Elles attirent le malheur. Miss Marple écoutait poliment, son tricot cliquetant doucement. « Il est curieux, observa-t-elle, de voir combien de fois les querelles dans les salons se propagent au-delà des murs, jusqu'à troubler les recoins les plus calmes d'une fête de village. Ce qui commence dans une bibliothèque peut se terminer tragiquement sous une tente de verrerie. » Cette nuit-là, assise près de son modeste feu, Miss Marple arrangeait ses pensées comme des fils sur un métier à tisser. Un magistrat, fier et endetté. Une jeune épouse, riche mais peut-être craignant la disgrâce. Un notaire, déterminé à préserver sa fortune. Un registre disparu, contenant on ne sait quel secret. Et maintenant, 2 tentatives, l'une réussie, l'autre heureusement déjouée. Le regard de Miss Marple était doux, mais fixe. « La question n'est pas de savoir qui haïssait M. Pritchard, » murmura-t-elle, « mais qui le craignait. La peur transforme en tueurs ceux qui, autrement, n'auraient jamais osé commettre un meurtre. » Elle se pencha pour ajuster le feu. Une bouffée de cendre s'éleva, s'enroulant vers le haut avant de disparaître. Elle l'observa attentivement, comme si ce petit filet gris contenait la clé de toute l'affaire. Chapitre 9. Les fils de la peur. L'inspecteur Lenford n'était pas homme à se laisser aller aux fantaisies, mais dès le 4e matin, son sang-froid commençait à faiblir. Il l'avoua à Miss Marple lorsqu'il se présenta à son cottage, les bottes encore humides de la rosée des pelouses de Rose Hill. « Je n'arrive pas à le déterminer, » avoua-t-il. « Tout mène aux Lyle. Leurs finances, leurs querelles, la visite de Lady Lyle à Marleycombe, même cette histoire de cacao. Et pourtant, il s'interrompit en se frottant le front. Ce sont les dernières personnes qu'on accuserait ouvertement. Sir Geoffrey et le magistrat. Lady Lyle, eh bien, elle a tout du raffinement. » Miss Marple leva les yeux de son tricot. Les apparences, inspecteur, sont un peu comme des rideaux de mousseline. Elles laissent passer la lumière, mais cachent aussi ce qui se cache derrière. Il faut regarder à travers le tissage. Au village, la rumeur s'inversait brusquement. Madame Banbury, qui avait vivement condamné Léonard Vance, déclarait alors que « il n'y avait jamais de fumée sans feu dans un mariage où la femme pleurait dans les bibliothèques ». Madame Hargreaves maintint que de tels propos étaient déplacés, mais ne put s'empêcher d'ajouter « Bien sûr, Lady Lyle, fait paraissent pâles, et les femmes pâles cachent toujours quelque chose. » À la poste, Madame Larche murmura que Sir Geoffrey avait fait venir un avocat londonien. À l'auberge, l'aubergiste affirma que Vance serait libéré d'un jour à l'autre. Et partout, le refrain était le même. Si Pritchard a été tué pour ce qu'il savait, qui d'autre pourrait être en danger? Miss Marple elle-même rendit visite à Lady Lyle cet après-midi-là. Elle la trouva dans un petit salon, les rideaux tirés pour se protéger de la lumière du jour, les yeux rouges malgré son élégante prestance. « Ma chère Lady Lyle, » dit doucement Miss Marple, « j'espère que vous ne me trouverez pas indiscrète. Je suis venue juste pour prendre de vos nouvelles. Ce sont des jours difficiles pour nous tous. » Lady Lyle laissa échapper un léger rire amer. « Vous êtes très aimable, Miss Marple. Il est difficile de vivre dans une maison où chaque murmure semble une accusation. » Miss Marple, s'installant sagement dans un fauteuil, se mit à tricoter. « Les murmures sont souvent pires que les accusations, ma chère. Ils touchent rarement à la vérité, mais ils piquent quand même.
Pourtant, on peut toujours réparer ce qui est déchiré, comme ce bas que j'ai, si on prend garde avant que le trou ne s'élargisse. Lady Lyle la regarda fixement, puis détourna le regard. « Vous voulez dire ?» »« Je veux simplement dire que les secrets, s'ils ne sont pas traités, finissent par se dévoiler. Monsieur Pritchard, je crois, détenait un tel secret. » Pendant un instant, la main de Lady Lyle serra son mouchoir. Puis elle dit avec un calme étudié, « Mon mari est un homme fier. Il ne tolérera pas la moindre atteinte à son honneur. Et moi... » Elle s'interrompit, puis ajouta rapidement, « Il n'est pas facile pour une femme de voir l'homme qu'elle a épousé rabaissé. » Miss Marple ne dit rien de plus. Elle se contenta de claquer doucement ses aiguilles, comme si ce son pouvait lui-même susciter des confidences. Ce soir-là, Hetty Lorne se glissa jusqu'au cottage de Miss Marple. Elle était toujours pâle, mais plus calme, et ses yeux brillaient d'une détermination effrayée. « Il fallait que je le dise à quelqu'un, » murmura-t-elle. « Ce n'était pas seulement la dispute sous la tente. J'ai vu Lady Lyle moi-même ce matin-là, à l'échalier près de la ruelle. Elle pleurait et a laissé tomber quelque chose. J'avais l'intention de le lui rendre, mais j'avais peur. C'était une lettre. Je l'ai toujours. » De son tablier, elle sortit une enveloppe froissée. Miss Marple la lissa délicatement. L'écriture était tachée, mais les mots s'étaient clairs. « Si l'accord est signé, ce sera la fin pour moi. Détruisez-le pour notre bien à tous les deux. » Il n'y avait pas de signature, seulement des initiales. G.L. Miss Marple plia soigneusement la lettre. Elle ne dit rien, mais son regard se posa pensivement sur le visage anxieux d'Hetty. « Tu as bien fait de m'apporter ceci, ma fille. La vérité est fragile. Il faut la manipuler avec douceur. » Après le départ d'Hetty, Miss Marple déposa la lettre à côté du bouton d'argent et du bout de papier dans son bureau. 3 petits morceaux, pourtant réunis, formaient un motif. Fierté, secret et peur, tissés dans la vie de Rose Hill. Elle se renversa en arrière, son tricot posé sur ses genoux. « Oui, » murmura-t-elle, « il est presque terminé. La difficulté n'est pas de savoir OMS, car cela est assez clair, mais en le montrant, de telle manière que la main coupable se trahisse. » Ses yeux bleu pâle brillèrent un instant d'une résolution tranquille. Un petit piège, peut-être. Quelque chose de très simple, très anglais. Une épreuve de nerfs plutôt que de force. Et avec cette pensée, Miss Marple retourna sereinement à son tricot, tandis que dehors, les ombres du soir s'allongèrent sur la ruelle, et la grande maison de Rose Hill restait silencieuse derrière ses stores tirés. Chapitre 10. Un piège silencieux. L'inspecteur Lanford avait libéré Leonard Vance, sans cérémonie toutefois. Le commissaire-priseur regagna son logement, rouge d'indignation, et déclara haut et fort dans le salon de l'auberge qu'il avait été maltraité par les autorités. Il offrit même une tournée de bière à la compagnie, mais la plupart déclinèrent poliment, refusant toujours de s'asseoir trop près d'un homme dont le nom avait été associé à du poison. La véritable tempête, cependant, se préparait à Rose Hill. Sir Geoffrey était devenu si furieux que même les domestiques murmuraient qu'il allait partir. Lady Lyle était de moins en moins visible, le visage pâle derrière son voile, et Hetty, bien que guérie, s'accrochait à Miss Marple comme un oiseau effrayé, refusant de retourner à ses occupations sans le regard constant de Madame Thynne. Miss Marple rendit visite à l'inspecteur Lanford ce matin. Elle le trouva dans le salon de l'auberge, son carnet ouvert, le front plissé. « J'ai des témoignages, des bouts de papier, des rumeurs à remplir un coffre paroissial, » avoua-t-il, « mais rien que je puisse mettre dans un acte d'accusation. Pritchard a été réduit au silence, oui. La jeune fille a failli l'être. Mais les preuves, mademoiselle Marple, les preuves, c'est une autre histoire. » Miss Marple se servit un peu de thé, sans y être invitée. La preuve, inspecteur, ne réside souvent pas dans la chose elle-même, mais dans la façon dont les gens se comportent lorsqu'ils se croient observés, ou lorsqu'ils se croient sûrs. Une conscience piquée se manifestera dans le plus petit des gestes. Lanford la regarda attentivement. « Tu as quelque chose en tête ?»« Peut-être, dit-elle. »
Il est souvent utile de rappeler aux gens ce qu'ils croient avoir caché. Les cendres balayées laissent encore une trace dans l'âtre. Cet après-midi-là, Mademoiselle Marple organisa une petite réunion au presbytère sous prétexte d'organiser un atelier de couture caritatif. Madame Hargreaves fut ravie de l'accueillir, et le salon se remplit bientôt de la compagnie habituelle. Madame Banbury, Madame Partridge, Mademoiselle Ford et, surtout, Lady Lyle, convaincue par la douce insistance de Mademoiselle Marple que un peu de compagnie est le meilleur remède à la mélancolie. Miss Marple s'occupait de son tricot, tandis que les autres discutaient de patrons et de points. Puis, d'un air distrait, elle remarqua « Quel dommage pour ce gobelet! J'ai entendu dire que le laboratoire du comté y a découvert des traces d'une poudre très inhabituelle. On dirait qu'elle est indéniable. On peut polir le verre comme on veut, mais certaines choses adhèrent trop. » La pièce se figea soudain. L'aiguille de Lady Lyle s'immobilisa, tremblant légèrement au-dessus de son ouvrage. Madame Banbury, inconsciente, s'exclama « Vraiment, c'est fascinant !» Le regard doux et bienveillant de Miss Marple se posa sur le visage pâle de Lady Lyle. « Oui, incroyable. Ils ont même trouvé une trace de fibre de gaz accrochée au bord. On ne s'attend pas à trouver de la gaze près d'une vitre, à moins, qu'un voile ne la frôle de trop près. » Lady Lyle poussa un cri aigu et laissa tomber son aiguille. « Vous voulez dire, accusez-vous ?» Elle s'arrêta, rougissant furieusement. « Accuser, ma chère ? » « Pas du tout, » dit doucement Miss Marple. « Je ne fais que répéter ce que d'autres ont dit. Mais j'ai remarqué que lorsqu'un voile se coince, c'est presque toujours parce que la personne qui le porte s'est penchée trop près. » Il y eut un silence, rompu seulement par le tic-tac de l'horloge du presbytère. Lady Lyle se reprit difficilement, murmurant qu'elle s'évanouissait et devait rentrer. Madame Hargreaves s'occupa d'elle, mais Mademoiselle Marple se contenta d'incliner la tête, comme satisfaite de ce qu'elle avait vu. Plus tard, rentrant chez elle avec l'inspecteur Lenford, qui avait assisté à la scène depuis un coin discret, Miss Marple dit doucement « Voyez-vous, inspecteur, la nervosité trahit plus que les mots. La culpabilité ne se crie pas, mais se murmure dans le tremblement d'une main, la chaleur soudaine d'une rougeur. » Lenford hocha la tête pensivement. « Et pourtant, et alors ? Des soupçons, certes, mais toujours pas de preuves. » Les yeux de Miss Marple brillèrent faiblement. « Oh, la preuve viendra, inspecteur. Il suffit d'en fournir l'occasion. Ceux qui ont tué une fois, et presque deux, ne peuvent pas se reposer. Ils doivent se protéger davantage, et ce faisant, ils se trahissent. » Elle regarda la silhouette sombre de Rose Hill, se découpant sur le ciel crépusculaire. La coupe, les cendres, le registre manquant, ce sont tous des fils. Et si l'on tire sur le bon fil, toute la tapisserie s'effondrera. Ce soir-là, Miss Marple était assise dans son petit salon, tricotant sans toucher sur ses genoux, la lueur du feu vacillant sur son visage pensif. Elle songeait au calme fragile de Lady Lyle, à la fierté tonitruante de Sir Geoffrey, aux murmures craintifs d'Hetty et aux esquives prudentes de ceux qui avaient trop à perdre. « Un piège, » murmura-t-elle, mais pas de force, seulement de conscience, que les coupables se croient démasqués, et ils se démasqueront eux-mêmes. Elle se leva, éteignit sa lampe et tira les rideaux. Dehors, la nuit était calme, mais à Rose Hill, pensa-t-elle, le repos serait rare. Chapitre 11. Le grand livre fait surface. Le village se réveilla le lendemain matin dans une effervescence d'excitation. La nouvelle s'était répandue que le grand livre disparu, le carnet noir de M. Pritchard, avait été retrouvé. La nouvelle circula avec délectation de l'épicier à la poste, des marches de l'église au comptoir de l'auberge. Personne ne s'accordait vraiment sur l'endroit où il avait été trouvé. Certains disaient dans les appartements de Vance, d'autres murmuraient qu'il était caché sous les coussins des bancs du presbytère. La vérité, comme l'inspecteur Lenford l'a révélé à Miss Marple autour d'une tasse de thé précipitée, était bien plus prosaïque. « Il a été remis par un garçon de Marleycombe, expliqua-t-il. On l'a retrouvé jeté dans la haie.
Quelqu'un a essayé de le brûler, mais l'humidité l'a sauvé. Plusieurs pages ont été brûlées, d'autres déchirées. Pourtant, il y a suffisamment d'informations pour montrer ce que Pritchard savait. Miss Marple croisa les mains. « Et que savait-il, inspecteur » Langford baissa la voix. « Un registre de dettes et de règlements. Le nom de Sir Geoffrey apparaît souvent, bien trop souvent. Il avait emprunté sur des terres, sur des navires, sur des revenus futurs. Et il y a plus encore, une note concernant des accords confidentiels, des initiales seulement, mais qui correspondent à la famille de Lady Lyle. Il semble que sa fortune ait été liée aux entreprises de son mari, malgré les garanties. Pritchard était prêt à la révéler. Miss Marple hocha lentement la tête. Et être exposée serait synonyme de ruine. Ruine sociale autant que financière. Peu d'hommes de la fierté de Sir Geoffrey pourraient en supporter une telle humiliation. Peu d'épouses non plus, redoutant les murmures de la société plus que les privations. À midi, le village était en pleine effervescence. À la poste, Madame Larche déclara que le registre prouvait que Sir Geoffrey était un scélérat. Chez l'épicier, Madame Bambury maintenait que Lady Lyle était la coupable. Aucune femme ne s'évanouit devant un gobelet sans y avoir trempé la main. Madame Partridge, qui se targuait de charité, secoua la tête. Je continue de penser que Léonard Vance en sait plus qu'il ne le dit. Hetty, pâle et déterminée, partit à la recherche de Miss Marple dans son cottage. Elle serrait nerveusement un mouchoir. « Ils ne me croiront jamais, madame, mais je l'ai bien entendu ce jour-là sous la tente. Monsieur Pritchard a dit « Je ne le détruirai pas », et le gentleman a répondu « Vous le ferez, sinon ce sera votre fin. » C'était la voix de Sir Geoffrey. « Je le jure. » Miss Marple posa une main réconfortante sur la sienne. « Je vous crois, ma chère. Le problème, c'est que les autres ne le feront pas, à moins de voir de leurs propres yeux ce que leur cœur soupçonne déjà. » Ce soir-là, Miss Marple invita l'inspecteur Langford à son cottage. Sur la table se trouvait sa pile de tricot bien rangée, à côté du bouton d'argent, du bout de lettre et du fragment brûlé du registre qu'il lui avait permis d'examiner. « Voyez-vous, inspecteur, dit-elle, nous sommes ici en proie à l'orgueil, à la peur et au désir de silence. Sir Geoffrey a les motivations les plus fortes, Lady Lyle la plus grande, crainte. Mais la preuve ne réside pas dans les documents, qui peuvent être niés, ni dans les ragots, qui peuvent être passés sous silence. La preuve réside dans le comportement. Un homme ou une femme qui croit que les preuves contre lui ont été découvertes ne peut que se trahir. » Langford se pencha en avant. « Tu veux tendre un piège. »« Seulement une personne très douce, » répondit Miss Marple. « Les gens se révèlent lorsqu'on les confronte non pas à une accusation, mais à une suggestion. Si vous réunissiez la maisonnée à Rose Hill et mentionniez que certains nouveaux, si des preuves ont été trouvées, quelque chose de très spécifique, bien que pas vraiment en notre possession, vous verriez qui hésite. » Langford la regarda un long moment, puis hocha la tête. « Très bien. Quelle preuve vais-je inventer ?» Les yeux de Miss Marple pétillèrent faiblement. « Eh bien, inspecteur, rien d'aussi grossier qu'une invention. Dites simplement que le laboratoire a confirmé ce que j'ai suggéré. Le gobelet portait non seulement des traces de poudre, mais aussi l'empreinte d'un bouton de gant particulier, argenté, ancien et unique. Ensuite observez qui pâlit, qui proteste trop et qui cherche à quitter la pièce. » Ce soir-là, assise seule avec son tricot, Miss Marple songea que le piège était presque tendu, non pas par la force, mais par la nervosité, non pas en exigeant des aveux, mais en laissant sa conscience se trahir. Le feu brûlait doucement dans la cheminée, un léger filet de cendre s'élevant vers le haut. Elle le regarda disparaître dans l'obscurité de la cheminée et murmura « Oui, demain la vérité s'élèvera, telle une fumée. Il suffit de voir où le vent la porte. » Chapitre 12. Le rassemblement à Rose Hill. La convocation à Rose Hill fut émise au nom de l'inspecteur Langford, mais l'auteur était mademoiselle Marple. Domestiques, villageois et toute la maisonnée furent priés, poliment mais fermement, de se présenter dans le grand salon ce soir-là pour partager certaines découvertes importantes. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. À l'heure du thé, tous les cottages de Willowbrook bourdonnaient de conjectures.
Madame Bunbury déclara que le meurtrier était déjà connu et que la police attendait simplement ses aveux. Madame Partridge insista sur le fait qu'il s'agissait d'une mise en scène destinée à effrayer la mauvaise personne. Mademoiselle Lydia Ford estimait que la vérité, comme la géométrie, ne pouvait être démontrée que par des preuves exactes. À Rose Hill même, la tension était palpable. Sir Geoffrey rôdait dans le hall, le visage exaspéré, murmurant des indignités. Lady Lyle, pâle comme de la porcelaine, était assise, les yeux baissés. Hetty s'attardait sur le seuil, les mains jointes, tandis que Madame Tean s'occupait d'un plateau de thé que personne ne touchait. L'inspecteur Lenford se tenait devant, l'âtre, son carnet à la main. À côté de lui, petite et sereine, Miss Marple était assise, son tricot sur les genoux, l'air d'une attention douce. « Mes amis, commença gravement Lenford, je vous ai fait venir pour empêcher toute nouvelle rumeur. Le rapport du laboratoire sur la coupe est arrivé. Il confirme la présence de poison, comme nous le soupçonnions. Mais plus encore, il révèle un oubli. » Un silence profond régnait dans la pièce. Sir Geoffrey se déplaça, l'air renfrogné. La main de Lady Lyle, posée sur sa chaise, tremblait presque imperceptiblement. Sur le bord du gobelet, poursuivit Lenford, sous la poudre, se trouvait l'empreinte distinctive d'un bouton de gant, en argent, à l'ancienne, unique. Nos experts n'auront aucun mal à le retrouver. Un silence s'ensuivit, d'une dureté glaciale. Sir Geoffrey laissa échapper un rire rauque, absurde. Des supercheries scientifiques et des ragots de village. Aucun tribunal en Angleterre ne croirait à de telles absurdités. Mais Lady Lyle poussa un petit cri étranglé. Sa main se porta à sa gorge, puis, voyant tous les regards braqués sur elle, elle força un sourire. « Pardonnez-moi, un léger malaise, cette chaleur, le feu de la culpabilité peut-être. » murmura Madame Bunbury, suffisamment audible pour être entendue à travers la pièce. Lady Lyle se leva brusquement. « Je refuse de me laisser insulter ici. » Elle se dirigea vers la porte, son voile tremblant. « Madame, » dit fermement Lenford, « je dois vous demander de rester. » À ces mots, elle hésita, une main agrippant le chambranle de la porte. « Je ne peux pas le supporter. » Sa voix se fendit de sanglots. Sir Geoffrey s'approcha d'elle, lui saisissant le bras avec une autorité brutale. « Ressaisis-toi, Margaret. Tu te fais honte devant ces gens. » La voix douce de Miss Marple résonna dans le silence. « Ce n'est pas de la honte, Sir Geoffrey, mais de la peur. La peur de ce que l'on sait déjà. On ne peut pas étouffer la vérité par la colère. Elle finira par éclater, aussi sûrement que les cendres jaillissent d'un incendie. » Tous les regards se tournèrent vers elle. Lady Lyle se laissa retomber sur sa chaise, pleurant doucement, tandis que Sir Geoffrey la fusillait du regard, le visage noir comme l'orage. La réunion se termina dans la confusion. Lenford annonça qu'il poursuivrait l'affaire, et l'assemblée se dispersa dans des murmures et des regards en coin. Certains affirmèrent que la dépression de Lady Lyle prouvait sa culpabilité. D'autres murmurèrent que la fureur de Sir Geoffrey était encore plus accablante. Miss Marple, s'éloignant discrètement dans le crépuscule, sentit le filet se resserrer. Elle avait vu ce dont elle avait besoin. L'effondrement de Lady Lyle, la colère désespérée de Sir Geoffrey, le choc de l'orgueil et de la peur. Tous deux avaient quelque chose à cacher. Mais qui, se demanda-t-elle, avait vraiment placé les cendres dans la coupe de cristal ? Elle rentra lentement chez elle, son parasol tapotant le sol, l'air doux comme toujours. Pourtant, derrière son regard calme, les pensées s'agitaient rapidement, tissant des liens entre gaz, boutons, registres et murmures. « Le piège est presque tendu, » murmura-t-elle, « mais il faut le finir comme il faut. Car l'orgueil peut gronder, la peur peut pleurer, mais la main qui tue ne se révèle pas par les mots, mais parce qu'elle ne peut endurer. » Et avec cela, Miss Marple décida que le test final devait bientôt arriver, un test suffisamment simple pour paraître innocent,
mais suffisamment tranchant pour percer le cœur coupable. Chapitre 13. Le test final. Le village s'était à peine remis de la scène de Rose Hill que Miss Marple fit ses préparatifs en toute discrétion. Elle ne demanda rien à l'inspecteur Lenford, si ce n'est patience et discrétion. « Ce sont les nerfs qui trahissent, inspecteur, » lui rappela-t-elle, « pas la logique. Qu'ils croient que les preuves les attendent pour les condamner, et les coupables s'empresseront de se condamner eux-mêmes. » Lenford, bien que sceptique, acquiesça. Il commençait à comprendre que la douce certitude de Miss Marple était rarement mal placée. L'événement fut orchestré avec la plus grande innocence. Un simple thé au presbytère, soi-disant pour réconforter Lady Lyle après sa détresse. Les invités furent soigneusement choisis. Sir Geoffrey, Lady Lyle, Léonard Vance, Hetty Lorne et Madame Tin. Madame Hargreaves présida avec une dignité frémissante, inconsciente du drame discret qui allait se jouer dans son salon. Miss Marple, toujours en train de tricoter, était assise près de la fenêtre. Les autres prirent place avec raideur, chacun conscient de la tension inexprimée. Sir Geoffrey fusilla sa tasse de thé du regard. Le voile de Lady Lyle ombrageait ses joues pâles. Vance tenta une conversation cordiale, mais elle tomba à plat. Hetty resta assise, raide, les mains jointes sur ses genoux. Lorsque la compagnie fut installée, Miss Marple parla avec un air légèrement distrait. « J'ai entendu dire, dit-elle doucement, que les hommes du comté ont été très diligents. Le gobelet, bien sûr, a fait son effet, mais les cendres à l'intérieur, c'est là le plus curieux. Ce n'était pas du tabac ordinaire, ni de la cendre de cheminée, comme certains le supposaient. Non, c'était quelque chose de tout à fait différent et de très particulier. Quelque chose qui liait le gobelet non seulement au poison, mais aussi à la main qu'il y avait placée. » Elle marqua une pause, apparemment absorbée par le comptage de ses mailles. Un silence profond régnait dans la pièce. « Quelle absurdité !» aboya Sir Geoffrey. « De la cendre, c'est de la cendre. N'importe quel imbécile le sait. » Lady Lyle émit un léger gémissement. « S'il vous plaît, Geoffrey. » Miss Marple leva la hyène tête, l'air doux. « Voyez-vous, ces cendres provenaient d'un papier spécial. Une page arrachée à un registre privé, brûlée à la hâte, mais incomplètement. Il en restait suffisamment pour correspondre exactement. Il y eut une inspiration collective. Sir Geoffrey se releva d'un bond, le visage livide. « C'est intolérable. Vous ne pouvez pas prouver... » Il s'interrompit brusquement, se ressaisissant. Lady Lyle poussa un cri et recula, son voile tremblant. Hetty halta, et Vance se pencha en avant avec empressement, comme au point culminant d'une vente aux enchères. L'inspecteur Lenford, qui attendait en silence, dit d'un ton neutre. « Vous admettez donc avoir détruit le registre, Sir Geoffrey ?» Le magistrat resta un instant figé, les poings crispés. Puis il s'exclama. « Oui, et pourquoi pas ? Pritchard s'est mêlé de ce qui ne lui appartenait pas. Il m'aurait ruiné, nous aurait ruinés tous les deux. Mais je ne l'ai pas tué. J'ai seulement cherché à détruire les preuves. »« Geoffrey !» Le cri de Lady Lyle résonna dans la pièce. Elle se releva d'un bond, son sang-froid s'évanouissant. « Plus de mensonges. C'était moi. J'ai touché le gobelet. J'y ai répandu la poudre. Il nous aurait exposés tous les deux. Je ne pensais qu'à l'effrayer, à l'affaiblir. Je n'aurais jamais imaginé que cela finirait si vite. » Sa voix se transforma en sanglots. Elle se laissa retomber sur sa chaise, le visage caché dans ses mains. Le silence qui suivit fut lourd de stupeur. Sir Geoffrey resta figé, le regard fixé sur sa femme avec un mélange de fureur et de désespoir. Vance murmura quelque chose comme « ne jamais se fier aux apparences ». Hetty serra la main de Miss Marple comme pour se protéger. Miss Marple posa calmement son tricot. « Voyez-vous, inspecteur, ce ne sont pas les accusations qui dévoilent la vérité, mais la conscience. Il suffit de suggérer que les cendres ont révélé leur histoire, et ceux qui la craignaient se sont révélés. La pauvre Lady Lyle ne supportait pas l'idée d'être découverte. Sa peur était plus forte que sa volonté. » Lenford hocha lentement la tête, sans quitter des yeux la femme en pleurs.
Cela suffit. Elle a avoué. La justice suivra son cours. Ce soir-là, tandis que le soleil se couchait derrière les cheminées de Rose Hill, Miss Marple rentra chez elle par la ruelle tranquille. Son visage était serein, mais une pointe de tristesse brillait dans ses yeux. Elle murmura doucement. « C'est toujours pareil. L'orgueil et la peur poussent les gens à la folie. Et au final, ce n'est pas l'ingéniosité du crime qui les trahit, mais la faiblesse du cœur. » Elle atteignit sa chaumière, tira les rideaux et posa sa bouilloire sur le feu. Dehors, le village bourdonnait de bavardages animés, mais dans le salon de Miss Marple, tout était redevenu paisible, à l'exception d'un léger filet de fumée qui s'élevait de la cheminée, s'élevant comme le murmure final d'un secret enfin révélé. Chapitre 14. Miss Marple explique. Le lendemain, l'inspecteur Lenford convoqua une dernière réunion au presbytère. Il fut jugé opportun d'exposer clairement l'affaire, de peur que le village ne soit submergé par les rumeurs pendant des mois. Étaient des présents, Sir Geoffrey, sombre et silencieux, Lady Lyle, pâle et tremblante sous la surveillance d'un agent de police, Madame Hargreaves qui insista pour recevoir car c'était un devoir envers la communauté, et bien sûr mademoiselle Marple, son sac à tricot soigneusement rangé à côté d'elle. Lenford s'éclaircit la gorge. « Nous avons les aveux de Lady Lyle, mais il est juste que chacun comprenne comment l'affaire s'est déroulée. Et pourquoi ?» Il se tourna vers Miss Marple, assise, immobile, les mains jointes sur son ouvrage. « Miss Marple nous a été d'une grande aide. Peut-être nous fera-t-elle l'honneur de nous expliquer. » Miss Marple inclina la tête, son ton doux et conversationnel, comme si elle ne racontait rien de plus qu'un thé paroissial qui avait mal tourné. « Voyez-vous, mes chers, tout a commencé avec le petit livre de contes de M. Pritchard. C'était un homme précis, un notaire qui notait tout. Dans ce livre, il consignait les dettes de Sir Geoffrey, des dettes bien plus importantes que la plupart d'entre nous ne l'imaginaient, ainsi que certains arrangements juridiques concernant la dot de Lady Lyle. Si ces arrangements avaient été révélés, Sir Geoffrey aurait été ruiné socialement, et la fortune de Lady Lyle aurait été séparée de lui. Cela, bien sûr, aurait signifié la honte pour tous les deux. Elle s'arrêta pour ajuster ses lunettes. La pièce était silencieuse, tous les regards étaient à braquer sur elle. M. Pritchard refusa de détruire les preuves, et il entendit dire cela sous la tente. Il fut donc décidé de le réduire au silence. La coupe en était le moyen. Exposée comme pièce maîtresse, personne n'était autorisé à la toucher, et pourtant Léonard Vance, commissaire-priseur, la manipulait sans retenue. Il était donc facile de laisser les soupçons peser sur lui. C'était astucieux, car le soupçon, une fois éveillé, persiste. Madame Hargreaves haleta doucement, mais Miss Marple continua, la voix ferme. Lady Lyle, voilée, se pencha et saupoudra le bord du gobelet de poudre. Pas une goutte, comprenez-vous? Non. Le poison traversait la peau. Monsieur Pritchard, admirant le verre, le leva à la lumière, passa ses doigts sur le bord et, peu après, pressa son mouchoir contre ses lèvres. L'absorption fut rapide, et la mort survint en quelques instants. L'inspecteur Lenford hocha gravement la tête. Le docteur Pembroke l'a confirmé. Le regard de Miss Marple se posa doucement sur Lady Lyle. « C'est la peur, ma chère, qui vous a poussé. La peur de la ruine, du scandale, des rumeurs dans tous les salons. L'orgueil de Sir Geoffrey était déjà assez farouche, mais c'est vous qui avez franchi le pas. Et quand la pauvre Hetty en a trop entendu, vous avez cherché à la faire taire, glissant la poudre dans son cacao quand Madame Tin avait le dos tourné. » Lady Lyle sanglotait dans son mouchoir. Sir Geoffrey restait figé, le visage imprégné d'une fureur de pierre. « Voyez-vous, » poursuivit doucement Miss Marple, les cendres dans la coupe étaient l'indice. Non pas des cendres de foyer, mais le fragment carbonisé d'une page, du registre. Quelqu'un avait tenté de le détruire à la hâte, mais il était resté accroché au cristal. Cela m'a appris que le crime était lié à ce que savait M. Pritchard, et non à une querelle personnelle. Le bouton d'argent et le fil de gaz étaient des broutilles, certes,
Mais les broutilles trahissent souvent plus que de grandes preuves. Elles indiquaient la tenue d'une dame, pas le manteau grossier d'un homme. Et lorsque j'ai suggéré que le laboratoire avait comparé ces broutilles, Lady Lyle a été trahie par son propre sang-froid. Miss Marple croisa les mains. Ce n'est jamais l'ingéniosité de l'acte qui condamne, mais la faiblesse du cœur. Une conscience coupable ne peut supporter l'idée d'être exposée. En vérité, je n'avais pas besoin d'un rapport de laboratoire. La peur elle-même était une preuve suffisante. La pièce était très silencieuse. Dehors, un oiseau chanta brièvement, puis se tut à nouveau. L'inspecteur Lenford se leva. « Merci, mademoiselle Marple. C'est assez clair pour n'importe quel tribunal. Lady Lyle, vous êtes en état d'arrestation pour le meurtre d'Alfred Pritchard et pour tentative de meurtre sur Etty Lorne. » Lady Lyle poussa un petit cri, mais n'opposa aucune résistance. Sir Geoffrey resta immobile, si ce n'est pour se mettre la tête entre les mains. Lorsque le gendarme emmena la femme en pleurs, Madame Hargreaves se tourna vers mademoiselle Marple, les larmes aux yeux. « Oh, ma chère, quelle horreur! Et pourtant, comme vous avez raison de voir ce qu'aucun de nous n'a vu. » Miss Marple secoua doucement la tête. « Pas de la sagesse, chère Madame Hargreaves, juste de l'observation. Les gens sont partout pareils. Ils se trahissent, aussi sûrement que des enfants pris avec de la confiture aux doigts. Il suffit de s'en apercevoir. » Et sur ce, elle reprit son tricot, le petit clic régulier de ses aiguilles résonnant une fois de plus comme le battement de cœur d'un village qui retrouve son rythme. Chapitre 15. Le village se rétablit. Le scandale de Rose Hill a défrayé la chronique à Willowbrook pendant des semaines, et pourtant, comme tous les scandales, il a peu à peu perdu de son acuité, devenant une histoire à raconter autour d'un verre de thé à chaque nouvel arrivant. Les gens secouaient la tête, baissaient la voix et disaient avec délectation « Vous avez bien entendu parler du meurtre de la fête ? Une affaire épouvantable, assez épouvantable. Mais Miss Marple, vous savez, a tout vu. » Madame Hargreaves ne se lassait pas de raconter la réunion au presbytère. À chaque fois, le salon s'agrandissait, l'atmosphère se faisait plus théâtrale, jusqu'à ce que ses paroissiens aient l'impression d'y avoir assisté. Madame Bunbury, quant à elle, affirmait avoir soupçonné Lady Lyle dès le début, même si ses souvenirs de ses propos divergeaient quelque peu de ceux de ses voisins. Madame Partridge, partagée entre l'horreur et une secrète satisfaction, déclara que « la haute naissance n'empêche pas la méchanceté » et utilisa cette liaison comme une leçon de morale pour les jeunes femmes de son cercle de couture. Etty Lorne devint une petite héroïne au village. Son malaise, sa terreur et son témoignage murmuré laissaient un souvenir admiratif. Madame Tin, ravie de l'importance inattendue de sa protégée, devint farouchement protectrice et déclara qu'aucun mal ne lui serait jamais fait, tant qu'elle serait en vie. Quant à Sir Geoffrey, il quitta Rose Hill peu après l'arrestation de sa femme, se réfugiant dans la propriété d'un parent dans le nord. Sa chute fut plus complète qu'aucun tribunal n'aurait pu le décréter. Un magistrat déchu non par la loi, mais par le jugement silencieux de sa communauté. Rose Hill House était vide et fermé, ses pelouses négligées, les banderoles de la fête encore à moitié enfouies dans la terre humide. L'inspecteur Lenford, bien que modeste de nature, vit sa réputation grandement améliorée. Il a traité l'affaire avec une fermeté admirable, dirent les villageois. Il insista cependant toujours sur le fait que le mérite en revenait en grande partie à Miss Marple. « Elle voit ce que les autres ignorent, remarqua-t-il plus d'une fois, et ce qu'elle voit, elle le comprend. » De son côté, Miss Marple accepta les compliments avec une gêne discrète. Elle continua sa tournée de petites attentions, tricoter pour les bébés, soigner ses roses, rendre visite aux malades. À ceux qui la félicitaient, elle répondait simplement « On remarque ces choses-là si on y prête attention. La nature humaine est la même partout. » Un après-midi, Madame Bunbury la rejoignit pour le thé. Après de longs ragots sur qui repeignait le portail de leur jardin et qui avaient été vus en train d'acheter plus de sucre que ne le permettait le rationnement, Madame Bunbury poussa un profond soupir. « Dire, Miss Marple, que de telles choses puissent arriver ici. À Willowbrook surtout. Meurtre, poison, tromperie. C'est tout simplement impensable. » Miss Marple sourit faiblement.
Au contraire, ma chère, c'est tout à fait concevable. Les villages sont de petits mondes, et toutes les passions du monde y cohabitent. L'orgueil, la jalousie, la peur, l'amour. Elles ne disparaissent pas simplement parce que les haies sont bien taillées. Madame Bunbury pinça les lèvres, sceptique. Pourtant, on préfère trouver cela extraordinaire. Miss Marple eut un petit rire. Oui, c'est peut-être plus rassurant de penser ainsi. Ce soir-là, alors que le crépuscule tombait sur St. Mary Mead, Miss Marple était assise près de sa fenêtre, son tricot plié sur ses genoux. Elle regardait les lampes s'allumer dans les chaumières le long du chemin, chacune offrant un refuge contre l'obscurité qui s'installait. La vie avait repris son rythme. Les enfants du village jouaient, les cloches de l'église sonnaient, les portes des boutiques se fermaient une à une. Pourtant, sous la surface, comme Miss Marple le savait bien, les mêmes drames humains persistaient, l'envie, l'affection, la cupidité, la générosité. Ils étaient ne plus discrets, moins tragiques que ceux de Rose Hill, mais tout aussi réels. Elle murmura doucement. Oui, la vie continue, mais les gens sont les gens, où qu'on les trouve, et c'est peut-être la vérité la plus dangereuse et la plus réconfortante. Elle tira ses rideaux, alluma sa lampe et se remit à tricoter. Le cliquetis régulier des aiguilles se mêlait au bruit de la nuit, tandis que Miss Marple travaillait calmement, l'esprit apaisé, même si son regard restait aussi vif que jamais. Chapitre 16. Cendres et réflexions ultérieures. Plusieurs semaines plus tard, les feuilles de Willowbrook avaient commencé à virer au rouge, se teintant de roux et d'or le long des haies. La fête, la coupe et les liles s'inscrivaient déjà dans la mémoire du village, racontés sans cesse aux portes des boutiques et sur les marches des églises, perdant de leur vivacité à chaque répétition. Miss Marple, cependant, s'en souvenait parfaitement. Un matin, elle longea le chemin en direction de l'échalier où elle avait trouvé le fil de gaz et le bouton d'argent. Les haies étaient de nouveau soigneusement taillées, l'échalier réparé, comme si rien de fâcheux ne s'y était jamais produit. Des enfants avaient tracé à la craie une grille de marelle sur le chemin voisin, et leur rire résonnait faiblement au loin. Elle marqua une pause, posant la main sur le vieux bois. Une fine couche de cendre s'accrochait encore à la fente du montant, trop petite pour que quiconque la remarque. Miss Marple l'essuya délicatement, comme si elle rangeait après un invité. Cet après-midi-là, elle reçut sa nièce, Dolly, venue de Londres. Dolly, comme toute la jeune génération, s'intéressait au meurtre dans la coupe. « Mais tante Jane, s'exclama-t-elle, vous avez sûrement été choquée de trouver une telle méchanceté ici, dans ce village tranquille. » Miss Marple sourit faiblement. « Ma chère, la méchanceté n'est jamais bien loin. On l'imagine vivre dans les villes, les ruelles sombres et les contrées lointaines. Mais j'ai toujours constaté qu'elle est présente partout où les gens vivent. L'orgueil, la peur, la jalousie, l'amour, ils brûlent aussi intensément dans une chaumière que dans un palais. Seule l'ampleur diffère. » Dolly frissonna. « Ça fait peur de faire confiance à qui que ce soit. » Miss Marple lui tapota la main. « Au contraire, ma chère, cela devrait nous rappeler de faire confiance avec bienveillance. Les gens sont stupides, certes, et parfois méchants, mais ils sont aussi tendres, courageux et bons. On voit les deux, et il ne faut jamais l'oublier. » Ce soir-là, après le départ de Dolly, Miss Marple était assise près du feu, tricotant. Dehors, la cloche de l'église sonnait doucement. Elle pensait à Lady Lyle, jeune, belle, anéantie par la peur. Elle pensait à Sir Geoffrey, fière, brisée par la disgrâce. Elle pensait à Hetty, tremblante mais commençant une nouvelle vie, son courage se développant doucement. Dans la cheminée, les braises se déplacèrent, et une légère bouffée de cendre s'éleva dans l'air, se dissolvant presque aussitôt. Miss Marple l'observa pensivement, ses yeux bleu pâle sereins. « Oui, » murmura-t-elle, « les cendres restent toujours, aussi intenses soient-ils. Mais elles aussi s'envolent, et la vie continue. Et c'est ainsi. » Elle prit ses aiguilles, le cliquetis régulier emplissant le petit salon,
et le village de Willowbrook retrouva sa paix habituelle. Jardins entretenus, commérages échangés, vie vécue. Pourtant, sous tout cela, comme Miss Marple le savait si bien, les drames silencieux